L'histoire commence alors qu'un travailleur acharné nommé Nor effectue quelques travaux en ville. Il est respecté de tous pour son éthique de travail et gagne correctement sa vie. Un jour, alors qu'il est payé, Nor entend une fille appelée à l'aider se précipite dans une grotte pour découvrir qu'elle est attaquée par une bête féroce. Un retour en arrière de 15 ans montre un jeune Nor en train de préparer des médicaments pour sa mère malade. Le travailleur Nor s'apprête à rentrer les chèvres, mais sa mère lui rappelle de ne pas aller au-delà d'un certain rocher. Sa mère étant manifestement très malade, Nor envisage de lui faire encore du thé, mais sa mère l'en empêche. Elle s'excuse de ne pouvoir rien faire pour lui et dit à Nor de vivre la vie qu'il veut. Ce soir-là, Nor prépare le dîner, mais il est terrifié lorsqu'il apprend que sa mère est décédée. Le lendemain, Nor met sa mère au repos et commence à apprendre à vivre seul. La vie de Nor est remplie de responsabilités, mais il n'a personne à ses côtés. Un soir, Nor trouve un livre qui lui rappelle l'époque où son père lui faisait la lecture. Cette histoire, en particulier, parlait d'un aventurier qui avait tué un dragon avec ses amis. Il a appris des formules magiques auprès d'un sorcier et a brisé une malédiction qui pesait sur une forêt. Le groupe d'aventuriers était très respecté, car ils levaient toujours leurs épées et terrassaient le mal pour le bien de leurs amis. Nor est toujours en admiration devant cet aventurier et se souvient que sa mère lui a dit de vivre la vie qu'il voulait. Un jour, Nor décide de quitter la ville pour la première fois et déclare qu'il deviendra un aventurier. Nor dit au revoir à ses parents décédés et franchit la barrière qui protège sa maison. Après des jours de voyage, Nor est émerveillé par la vue de la gigantesque capitale royale. Il y entre pour la première fois et s'émerveille de tous les gens qui s'y trouvent. Il est particulièrement étonné par un type qui ressemble à un aventurier et finit par arriver à sa destination, la guilde des aventuriers dont les gardes de la porte d'entrée lui ont parlé. Mais l'employé lui dit de partir car ce n'est pas un endroit pour les enfants. Il dit à Nor de retourner auprès de ses parents, mais Nor lui révèle qu'ils sont tous deux décédés. L'employé se montre un peu plus chaleureux et lui explique que ceux qui veulent s'inscrire à la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent d'abord suivre des cours dans les écoles royales de formation. Il suggère que si Nor veut vraiment devenir un aventurier, il doit d'abord acquérir quelques compétences. Nor entend que cela signifie des choses comme la magie et l'art de l'épée, et il est donc impatient d'aller à l'école. Dans les livres d'histoire, les héros sont assez forts pour vaincre des dragons aussi grands que des montagnes d'un seul coup, et Nor est donc impatient d'apprendre à devenir un héros. Nor fréquente l'école des héros, mais il ne peut qu'observer ses camarades de classe qui commencent à libérer leurs pouvoirs magiques. L'instructeur de Nor finit par se lasser d'attendre que Nor débloque ses pouvoirs et lui dit que continuer à essayer ne serait qu'une perte de temps. La seule chose que Nor a appris à faire est de parer pour éviter une attaque. L'instructeur pense que Nor devrait choisir une autre voie et lui suggère de changer d'école. Les guerriers risquent leur vie en tant que bouclier pour leurs amis, ce qui rend Nor optimiste, car cela se rapproche de l'aventure. L'entraînement des guerriers est incroyablement éprouvant, mais même après quelques mois d'entraînement, les capacités physiques de Nor ne s'améliorent que légèrement. L'instructeur l'avertit qu'il perdra la vie s'il continue à se surpasser, et lui conseille donc d'essayer plutôt l'entraînement de chasseur. Malheureusement, Nor apprend qu'il ne sait pas manier les armes délicates, et il décide donc de suivre la formation de voleur. Mais il n'est pas non plus fait pour cela, alors il tente l'entraînement à la magie. Malgré des mois d'entraînement, Nor ne parvient qu'à créer une toute petite flamme. Gandalf est choqué, car il est rare de voir des gens aussi incapables d'utiliser la magie que Nor. La dernière tentative de Nor est de devenir clerc, mais il parvient à peine à soigner des égratignures après des mois d'entraînement. Le clerc est choqué d'apprendre que Nor n'a pas pu acquérir la moindre compétence utile après avoir passé 3 mois dans chaque école, et il lui annonce malheureusement qu'il ne peut pas s'inscrire en tant qu'aventurier. Nor, découragé, se rend compte qu'il est le prodige de Nor et rentre chez lui. Il est plus que jamais persuadé d'avoir le talent de Nor. Mais cela n'arrête pas le fougueux Nor, qui déclare qu'il n'a qu'à s'entraîner beaucoup plus dur. Nor fabrique sa propre épée et se souvient de ce que lui a dit son instructeur. Il lui avait dit que si Nor s'entraînait à plusieurs reprises, il pourrait être capable de maîtriser une nouvelle compétence. La parade est la seule véritable compétence qu'il a acquise en s'entraînant. Il décide donc de s'entraîner matin, midi et soir, aussi longtemps qu'il le pourra. Un an plus tard, Nor a tellement amélioré sa capacité de parade qu'il peut désormais esquiver 10 épées en un seul souffle. Il n'a pas encore de nouvelles compétences, mais sa parade s'est considérablement améliorée. 3 ans plus tard, Nor est désormais capable d'esquiver 100 épées en un seul souffle. Cependant, comme il n'a toujours pas acquis de nouvelles compétences, Nor estime qu'il n'a aucune chance de devenir un jour un aventurier. Nor continue cependant à s'entraîner, finit par détruire son épée et voit une lumière dans sa main. Nor est incroyablement déterminé et décide qu'il doit s'entraîner encore plus dur. 10 ans plus tard, Nor se souvient qu'il s'est entraîné tous les jours sans relâche et qu'il peut maintenant parer 1 millier d'épées en bois. Malheureusement, il n'a toujours pas acquis de nouvelles compétences. Nor décide d'essayer une dernière fois de devenir un aventurier et retourne à la capitale. À la guilde, l'employé constate qu'il ne connaît que les compétences les plus faibles. Elle lui suggère d'aller dans les écoles de formation, mais Nor explique qu'il les a déjà toutes essayées. La jeune fille s'excuse parce que Nor ne peut pas s'inscrire,
mais Nor s'y attendait. À ce moment-là, le vieil employé apparaît, mais il ne reconnaît pas Nor. Il finit par se souvenir de lui et est heureux d'apprendre que Nor s'est entraîné seul. Nor explique que cela ne s'est pas bien passé, car il n'a réussi qu'à améliorer légèrement sa capacité de parade. Le vieil homme explique que les aventuriers sont classés de E à S pour être reconnus comme un aventurier de rang E. Il faut être un aventurier de rang S pour être reconnu comme un aventurier de rang E. Il faut avoir plus d'une compétence utile. La triste liste de compétences de Nor n'indique rien d'utile, et les rêves de Nor sont à nouveau anéantis. Cependant, le vieil employé affirme qu'il n'y a pas qu'une seule façon de devenir un aventurier. Il existe en effet un rang inférieur au rang E, le rang F. Nor n'arrive pas à croire qu'il puisse encore devenir aventurier de cette façon, mais il y a des conditions. Il lui sera interdit d'entreprendre des quêtes qui impliquent de prendre des vies ou de s'aventurer hors de la ville pour collecter des objets. Cela signifie qu'il ne pourra accepter que des missions dans la ville. Personne ne se soucie de devenir aventurier de cette façon, mais le greffier est choqué de voir que Nor est impatient de le faire. Nor s'inscrit et l'employé lui donne sa licence d'aventurier de rang F. L'employé ne pense pas qu'il s'agit d'une bonne idée. L'employé ne pense pas que c'est important, mais cela change la vie de Nor, alors il le remercie. Nor augmente un peu sa force et se met au travail pour effectuer des tâches dans la ville. Il augmente également sa vitesse pour attraper un chat et utilise la guérison pour réparer les griffures qu'il a reçues du chat. Nor utilise sa petite flamme pour préparer le dîner et un tour de passe-passe pour amuser les enfants. Nor a enfin réalisé son rêve de devenir un aventurier qui aide les gens, et il craint que demander quelque chose de plus ne soit trop. Nous revenons ensuite au présent, où Nor court dans la grotte et trouve des gens attaqués par un monstre. Nor n'a vu les monstres que dans les livres, et il est choqué par leur taille. Des gardes tentent de protéger une fille, et le capitaine se fait attaquer. Nor va le voir, mais il s'aperçoit que le capitaine est déjà parti. Le monstre attaque férocement les autres gardes et Nor sait qu'ils ne survivront pas. Quelques secondes plus tard, la crainte de Nor s'avère exacte puisque le monstre éradique tous les gardes. La bête se tourne vers la jeune fille, mais Nor utilise une attaque de jet de pierre pour attirer son attention. Nor sait ce qu'il a à faire, il court pour prendre de l'espace et se rend compte de la rapidité de la bête. Nor se tourne alors vers elle et utilise la parade, ce qui fait voler le monstre. La bête l'attaque, Nor utilise sa parade, mais il sait qu'il perdra la vie s'il est touché par une attaque. Le plan de Nor est d'attendre une ouverture pour pouvoir contre-attaquer, mais il se souvient que cela ne marchera pas parce qu'il n'a aucune compétence d'attaque. Nor voit que la fille ne s'est toujours pas enfuie, et le monstre semble être attiré par sa bague. Le monstre s'apprête à l'attaquer, mais Nor utilise sa capacité de pas de plume pour accélérer et parer son attaque. Son épée se brise, mais Nor déclare que même s'il ne peut pas devenir un héros aventurier, il veut au moins pouvoir protéger cette fille. Nor se souvient que son père disait que les aventuriers levaient leurs épées pour terrasser le mal au nom des faibles, et il se prépare à l'attaque du monstre. Nor utilise alors la parade avec un timing parfait pour arrêter l'attaque de la bête et parer la tête du monstre. Nor se rend compte qu'il aurait été fichu si le monstre avait été plus gros, et il sait maintenant à quel point il serait irréaliste pour lui de parcourir le monde et de partir à l'aventure à son niveau actuel. La jeune fille remercie Nor de lui avoir sauvé la vie et aimerait connaître son nom. Nor lui répond simplement qu'il n'est personne d'important et s'en va. Cette nuit-là, Nor se souvient qu'un monstre qui n'était même pas un démon lui a posé tant de problèmes. Il tremble de façon incontrôlable et décide une fois de plus qu'il doit continuer à s'entraîner plus durement. Un retour dans la grotte montre les conséquences du combat de Nor contre la bête. Un chevalier s'excuse de ne pas avoir été là pour protéger la jeune fille, Lynn, mais celle-ci lui répond que ce n'est pas grave, car il est inutile d'avoir une escorte pour les épreuves du droit au trône. C'est Lynn qui a pris cette décision et elle s'excuse auprès du chevalier Inès de l'avoir inquiété. Le frère de Lynn, Rhin, apprend ce qui s'est passé et se demande si quelqu'un n'a pas convoqué le Minotaure dans la ville. C'est un démon qui réside dans l'abîme, la couche la plus profonde du donjon, et quelqu'un a dû le faire remonter à la surface. Darken, le chevalier, est d'accord avec lui et explique que la source serait un anneau trouvé sur le cadavre d'un marchand sur les lieux. Un vieux mage a analysé l'anneau et a découvert qu'il contenait une pierre de très haute qualité, introuvable sur le marché. Les armoiries laissées sur la pierre indiquent que l'anneau provient de l'empire magique de Derrida. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont contrariés par Derrida. Cette fois-ci, un monstre a été invoqué et la princesse Lynn était liée par une barrière, ils ont donc compris qu'ils devaient être prudents. Derrida ne veut pas seulement éliminer Lynn, il veut aussi s'emparer de la ressource la plus précieuse du royaume, les reliques du donjon des perdus. Rhin décide de changer de sujet et de parler de l'homme mystérieux qui a sauvé Lynn. Selon un rapport, l'homme a utilisé une simple épée et a vaincu le Minotaure en quelques secondes. Les chevaliers l'ont suivi, mais le rapport dit qu'il a disparu sous leurs yeux comme une illusion. Tout cela semble assez incroyable, et Rhin se demande qui est ce type. De retour à la guilde, le vieux clerc est choqué de voir que Nor est toujours en vie, car il a entendu dire qu'un démon était apparu près de l'entrée du donjon. C'était un démon comme il n'en avait jamais vu auparavant, et ils n'ont pas pu retrouver Nor par la suite. Nor pense qu'il était occupé à échapper à un étrange groupe de personnes qui le suivaient,
mais il dit simplement au greffier qu'il était fatigué et qu'il est rentré chez lui. L'employé explique que Nor a vraiment de la chance de ne pas être tombé sur le démon. Le greffier était un officier de rang A. Mais même lui aurait perdu la vie s'il avait rencontré la bête. Nor suppose que l'employé parle d'un autre monstre que celui qu'il a combattu, car le sien n'était en fait qu'un gros monstre de vache, et non un démon. L'employé explique qu'un homme mystérieux a vaincu le démon d'un seul coup, et Nor, qui ne sait rien, s'étonne qu'il y ait des gens exceptionnels comme lui dans le monde. L'employé paie Nor pour son travail, mais se demande pourquoi il n'est pas plus intéressé par un véritable emploi. Nor n'a aucune idée de ce dont il parle, et l'employé doit à nouveau lui expliquer qu'il existe un moyen pour Nor de gagner 30% de plus sans que l'employé ne prenne une part du gâteau. À ce moment-là, ils sont interrompus par l'apparition de Lynn, ce qui choque l'employé. Lynn est heureuse d'avoir trouvé Nor grâce à sa compétence de détection à distance, et elle s'excuse d'avoir agi ainsi, mais explique qu'elle devait simplement le rencontrer. Nor suppose qu'elle a des compétences de voleuse, mais elle explique qu'elle se concentre sur la magie et qu'elle connaît les 6 systèmes de compétences. Tout le monde les dévisage, alors elle aimerait parler à l'extérieur. Mais l'employé est mal à l'aise et se demande dans quel pétrin Nor s'est fourré. Lynn explique qu'il vaut mieux parler dehors car il y a moins de monde et personne ne pourra les écouter lorsqu'elle utilisera son sort d'insonorisation et de dissimulation. Nor se demande si c'est une bonne idée de l'accompagner, mais l'employé leur dit qu'il doit le faire. Dehors, Nor entend que tout le monde cherche l'homme mystérieux, mais il commence à se demander s'il existe vraiment. Nor se demande qui il recherche, mais Lynn lui dit de ne pas s'inquiéter car ils ne peuvent pas être détectés. Lynn a fait tout cela pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, et elle explique qu'il a en fait sauvé la vie de beaucoup d'autres personnes dans le pays. Nor fait remarquer que Lynn est elle-même assez forte, et il pense qu'il n'a fait qu'interférer avec son combat. Elle ne peut imaginer ce qui lui serait arrivé sans Nor, qui décide donc d'accepter ses remerciements. Lynn veut le dédommager en lui exprimant sa profonde gratitude, mais l'humble Nor lui répond que ce n'est pas nécessaire. Son père veut même remercier Nor personnellement, mais Nor dit aussi que c'est aller trop loin. Lynn explique qu'elle est une personne de haut rang et qu'elle doit donc donner quelque chose à la personne à qui elle doit la vie. Mais elle se sent frustrée lorsque Nor rejette toutes ses offres sous prétexte qu'il n'a besoin de rien. Elle finit par se mettre à pleurer et déclare que Nor est obligé d'accepter sa gratitude, et refuse donc de bouger d'un pouce jusqu'à ce qu'il le fasse. Nor se souvient alors de la détermination dont il faisait preuve lorsqu'il essayait de s'entraîner dans les écoles, et il dit qu'il ne partira pas non plus. Nor se plie à ses exigences, car rencontrer son père ne semble pas être un problème. Nor est surprise lorsqu'elle se montre très prudente et explique qu'elle ne veut pas que les gens les repèrent. Pour éviter cela, elle utilise la dissimulation, la détection, l'occlusion et de nombreuses autres compétences pour les cacher. Nor est choquée de voir à quel point sa maison est grande, mais elle dit que c'est assez courant pour ce genre de famille. Nor lui donne enfin son nom et se rend compte qu'elle ne s'est pas encore présentée officiellement. Elle s'appelle Lynn Burkley et se fait appeler Lynn lorsqu'elle part à l'aventure. Nor n'en revient pas de la taille gigantesque de sa maison et suppose qu'elle est une sorte d'aristocrate. Lynn demande à Inès où se trouve son père, et Inès lui explique qu'il est en train de parler avec Rin. Lynn explique que Nor est son invité spécial et que c'est lui qui a risqué sa vie pour sauver la sienne. Inès est choquée d'entendre cela et décide de les emmener chez le père de Lynn. Nor est alors complètement perdu car il suppose qu'Inès est la bonne de la famille, bien qu'il pense que c'est étrange car elle aurait du mal à faire le ménage et la lessive dans sa tenue. Inès est très sérieuse et Nor voit bien qu'elle se méfie de lui. Sur leur chemin, un type se demande agressivement qui est Nor, et Nor se rend compte que cette maison est assez dangereuse. Ce type s'appelle Gilbert, et Inès lui dit que Nor est leur invité spécial. Gilbert se rend compte que c'est l'homme que tout le monde recherche, mais il ne pense pas que Nor ait l'air très spécial. Inès demande à Gilbert de les accompagner et lui révèle secrètement qu'elle est sceptique à l'égard de Nor, et que plus il y aura d'escorte, mieux ce sera. Gilbert devient très sérieux et accepte de les accompagner. Près de là, le roi est contrarié parce que Derrida ne respecte pas le traité de paix. Il exige qu'il lui cède tous les droits sur le donjon et propose de lui prêter sa puissance militaire en échange. Le roi, conscient qu'il s'agit d'un accord douteux qui ruinerait sa nation, refuse, mais Derrida lui dit qu'il regrettera ses paroles. Rin explique que Derrida n'est pas la seule menace à laquelle ils sont confrontés, et le roi se rend compte qu'il est enfin temps de faire quelque chose. C'est alors que Lynn arrive avec tout le monde. Nor ne remarque pas que les autres s'inclinent et s'approchent du père de Lynn. Rin voit que Lynn porte la cape de l'ermite et il est furieux car cela signifie qu'elle est sortie. Lynn explique qu'elle devait retrouver la personne qui lui a sauvé la vie, et elle présente Nor à son père. Le père de Lynn est heureux qu'il soit venu, et Nor explique qu'il n'est pas un aristocrate, et qu'il ne connaît donc pas l'étiquette appropriée dans ce genre de situation. En fait, le père de Lynn préfère qu'il en soit ainsi parce qu'il est plus facile de lui parler, et il remercie officiellement Nor d'avoir sauvé sa fille. Nor accepte ses paroles, c'est toute la gratitude dont il a besoin, et il est soulagé que tout soit enfin terminé et qu'il puisse rentrer directement chez lui. Le père de Lynn veut cependant le récompenser comme il se doit et lui propose de lui donner de l'argent et des terres. Il veut savoir ce que Nor désire,
Mais Nord se contente de dire qu'il ne veut rien de tout cela. Le père de Lynn offre alors des trésors du donjon. Leur pays possède le plus vieux donjon du monde et ces trésors sont incroyablement rares. Tous les objets trouvés dans le donjon sont stockés dans une salle des trésors, et il propose à Nord de prendre la moitié des objets qui s'y trouvent. Rin est choqué et lui fait remarquer que son père est bien trop généreux, mais Nord refuse à nouveau. Il n'a besoin de rien d'extraordinaire et leur gentillesse est pour lui un remerciement suffisant. Le père de Lynn ne sait pas quoi donner à un homme qui ne veut ni argent, ni terre, ni trésor, mais Nord veut juste sortir de là. Le père de Lynn a recours à son offre la plus extrême et montre à Nord l'épée qu'il garde derrière son trône. Rin se demande à quoi pense son père, mais le roi lui explique que ce n'est pas grave, car l'épée n'est plus qu'une simple décoration. La donner à Nord serait bien mieux que de la laisser inutilisée, et de toute façon, personne ne remarquera qu'il la remplace par une réplique. Personne ne peut croire que le roi offre cette épée à Nord, qui est choqué par son poids. Nord voit bien que l'épée n'a pas de prix et déclare qu'il ne peut pas accepter un tel cadeau. Le père de Lynn explique qu'il s'agit simplement d'un objet qu'il a ramassé et qu'il l'a utilisé parce qu'il l'aimait bien. Ce n'est pas si grave, et Nord décide de l'accepter. Le père de Lynn lui dit de l'essayer, Nord augmente donc sa force et le puissant élan qu'il prend choque tout le monde. Le père de Lynn est impressionné par la façon dont il a pu le balancer d'une seule main, et il demande à Nord s'il peut aider à endurcir sa fille. Les choses deviennent dangereuses et il s'inquiète pour elle, mais Nord ne pense pas qu'il puisse lui apprendre quoi que ce soit. De plus, Nord pense que les parents ne devraient pas trop se mêler des affaires de leurs enfants et que c'est à Lynn d'en décider. Le père de Lynn est tout à fait d'accord avec lui, et Nord se dit que ce type aime beaucoup rire. Nord décide qu'il est temps pour lui de partir, et le père de Lynn le remercie encore une fois. En partant, Nord ne peut s'empêcher de penser qu'il a reçu quelque chose de très précieux. Il réalise alors que cette épée est de la même largeur qu'une canalisation qu'il nettoie toujours pour une vieille dame, et il se demande si cela ne lui faciliterait pas la tâche. Inès surgit de nulle part pour parler à Nord. Nord se demande s'il a des ennuis, mais il est choqué de voir Inès s'agenouiller. Elle s'excuse de l'avoir maltraité, d'autant plus qu'il a sauvé la vie de Lynn. Nord accepte ses excuses et elle lui explique que c'est son travail de protéger la famille Clay et que cela passe avant tout. Nord se rend compte qu'elle n'est pas du tout une servante et explique qu'elle est en fait connue sous le nom de Bouclier Divin et qu'elle est vice-capitaine du corps de guerriers de la famille Clay. Très jeune, elle a été nommée Bouclier de Lynn. Son travail consiste à protéger Lynn, même si cela doit lui coûter la vie. Nord ayant sauvé Lynn, Inès déclare que c'est comme s'il lui avait sauvé la vie. Nord pense que ce n'est pas si important, mais Inès promet de l'aider autant qu'elle le pourra à partir de maintenant. Nord pense que tout le monde est très excessif, mais décide d'accepter son sentiment. Inès devient alors très sérieuse et souligne que si Lynn l'a peut-être permis, le discours de Nord et son comportement désinvolte à l'égard du roi sont inacceptables. Elle ne peut plus le permettre et exige qu'il s'abstienne d'agir de la sorte à l'avenir. Nord s'excuse et se présente officiellement. Pour une raison inconnue, elle est choquée d'entendre qu'il s'appelle Nord, mais elle dit que ce n'est rien. À ce moment-là, Gilbert empêche Nord de rentrer chez lui et lui demande de lui montrer ce qu'il sait faire au combat. Nord est épuisé et préférerait rentrer chez lui. Il est donc choqué lorsque Gilbert insiste pour qu'il fasse un simulacre de combat. Nord ne sait pas du tout à quoi s'attendre, car il n'a pas eu de partenaire d'entraînement depuis qu'il a fréquenté ces écoles, il y a 14 ans. Gilbert explique qu'il est célèbre pour ses talents de combattant et demande à Nord de choisir une arme. Nord se rend compte que cette opportunité est une aubaine pour un aventurier en herbe, il choisit donc une épée et déclare qu'il est prêt pour le combat. Nord ne pense pas qu'il sera un grand défi pour Gilbert, il prévoit donc de prendre la bataille comme une chance de s'entraîner avec quelqu'un de plus habile que lui. Les troupes qui observent Nord se sentent mal à l'aise alors qu'il se prépare à combattre leur capitaine, et ils espèrent qu'il profitera de l'au-delà. Gilbert engage le combat, mais Nord esquive facilement ses attaques. Nord est étonné de voir à quel point Gilbert maîtrise son rythme et ses mouvements. Il voit bien que Gilbert s'est beaucoup entraîné pour en arriver là, mais Nord ne comprend pas pourquoi Gilbert est si lent. Nord ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe réellement, car il détermine que Gilbert ne pense tout simplement pas qu'il est digne de voir ne serait-ce qu'un aperçu de ce qu'il est capable de faire. Nord arrête le combat et explique qu'il sait que Gilbert le ménage. Il demande alors à Gilbert de ne pas se retenir autant. Gilbert ne s'en est pas rendu compte, mais il se dit qu'il a dû se retenir parce que Nord est un être humain normal. Il s'excuse et s'attaque à Nord plus sérieusement. Nord peut voir que Gilbert est beaucoup plus rapide maintenant, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Gilbert se laisse largement ouvert après ses attaques. Nord ne pense même pas qu'il ne le fait pas exprès et suppose que Gilbert le fait pour l'attirer. Gilbert est frustré de ne pas pouvoir porter d'attaque, mais Nord pense que Gilbert ne le prend pas au sérieux. Gilbert décide de lui montrer un mouvement différent qui change au milieu de l'attaque, mais Nord l'évite facilement et pense qu'il n'était même pas près de le toucher. Nord dit à Gilbert qu'il peut accélérer davantage, mais il commence finalement à se demander si Gilbert ne se donne pas déjà à fond. Il pense à tout l'entraînement solitaire qu'il a fait et commence à se dire qu'il est peut-être devenu plus fort. Nord commence à penser qu'il pourrait peut-être gagner,
mais Gilbert interrompt ses pensées en utilisant une attaque incroyablement puissante. Gilbert est choqué lorsque la poussière se dissipe et que Nor n'est plus là. Nor dit simplement à Gilbert qu'il a gagné le simulacre de combat, mais cela horrifie Gilbert. Après le départ de Nor, toutes les troupes se demandent comment quelqu'un a pu éviter l'attaque grave de leur capitaine. Il rationalise en disant que la force du vent de la lance pratique à pointe large utilisée par Gilbert a fait voler Nor, et que si Gilbert avait utilisé une lance de combat, Nor aurait sûrement perdu la tête. Ils savent que le talent de Gilbert est unique, mais Gilbert est bouleversé. Il pense à son passé et à la façon dont il s'est senti naturel la première fois qu'il a tenu une lance. Plus il s'entraînait, plus il perfectionnait sa technique et plus il gagnait en force. Gilbert va de village en village, battant tous les combattants les plus forts, à la recherche de quelqu'un qui pourrait le vaincre. Gilbert avait déjà vaincu tout le monde dans la capitale royale, il espérait donc trouver un grand combattant dans un village au hasard. La nation étant sur le point d'entrer en guerre, on lui recommanda de retourner à la capitale pour chercher des groupes qui rassemblaient leurs forces. Gilbert retourna donc à la capitale où il chassa des démons. Il a entendu dire que quelqu'un de formidable avait rejoint le corps, alors il les a défiés et les a complètement détruits. Gilbert était de plus en plus frustré et se demandait s'il n'y avait vraiment personne pour le défier. Gilbert en avait assez de tous ces faibles qui l'entouraient et il commençait à s'ennuyer. Un jour, son instructeur l'informa qu'il avait reçu le même titre que lui, mais Gilbert s'en fichait. Comme il s'ennuyait toujours, l'instructeur lui demanda ce qu'il pensait d'Inès. Gilbert expliqua qu'Inès était forte d'une manière différente, mais lors d'un combat simulé, il assura qu'il gagnerait contre elle. Gilbert voyait bien que son instructeur s'ennuyait lui aussi, parce qu'il devait passer son temps à entraîner des gens dont la force était à peine équivalente à celle d'un de ses petits doigts. L'instructeur était sûr qu'un jour quelqu'un le surpasserait, et Gilbert espérait que cela arriverait bientôt. Gilbert pense maintenant que Nor est l'homme qui a vaincu un minotaure à lui tout seul. Gilbert voulait savoir quel genre de personne pouvait faire cela, mais il se rend compte que Nor n'a aucun sens. Nor s'est montré très discourtois devant le roi, et il n'a montré aucun intérêt pour les cadeaux les plus somptueux. Il n'avait pas l'air d'être le genre de personne capable d'abattre un monstre à lui tout seul, mais leur combat lui a montré quelque chose de différent. Le fait que Nor lui ait dit qu'il pouvait accélérer sa vitesse a poussé Gilbert à s'attaquer à lui de toutes ses forces. Gilbert a toujours su que l'utilisation de sa technique la plus puissante sur quelqu'un lui ferait perdre la vie, mais c'était la seule façon pour sa lance d'atteindre Nor. Gilbert n'avait aucune idée de ce qui se passait lorsque Nor n'était pas touché par son attaque, et pour la première fois dans un combat frontal, Gilbert était complètement vaincu. Le pire, c'est que Nor s'est rendu, et il semble que ce soit parce qu'il ne voulait pas embarrasser Gilbert devant ses subordonnés. Ce qui est encore plus humiliant, c'est la désinvolture avec laquelle Nor lui a dit qu'il espérait qu'il se reverrait. Après le départ de Nor, Gilbert a été choqué de voir d'énormes fissures dans le sol, car il n'avait même pas remarqué que Nor avait fait cela. Quoi qu'il en soit, Nor a esquivé son attaque alors qu'il utilisait toute sa force, ce qui le rend heureux car les choses deviennent enfin excitantes. De retour auprès de Nor, il se rend compte qu'il a été stupide en pensant qu'il devenait plus fort. Il utilise l'amélioration de la force et le pas de plume, mais il détermine qu'il n'a pu esquiver l'attaque de Gilbert que parce que ce dernier s'est retenu juste assez pour qu'il puisse s'enfuir. Il est heureux que Gilbert lui ait montré à quel point il est faible, et Nor est à nouveau déterminé à devenir plus fort. Nor retourne à ses tâches de rang inférieur, et il est étonné de voir à quel point sa nouvelle épée peut nettoyer une canalisation. Elle parvient même à éliminer les saletés les plus tenaces au fond, et Nor se rend compte que sa nouvelle épée est vraiment extraordinaire. Il est heureux que son travail de nettoyage des fossés se passe bien, car cela signifie qu'il peut arrêter son travail de transport de terre pendant un certain temps. Nor a maintenant cette grande épée, alors il veut être utile aux gens. Il pense à différentes façons d'utiliser l'épée, mais elles ont toutes leurs propres problèmes. En ce qui concerne les capacités, le mieux que Nor puisse faire est d'allumer un peu son doigt. Même s'il s'est entraîné dans de nombreuses écoles, il n'a pu acquérir que des compétences de bas niveau. C'est alors que Lynn apparaît et se souvient qu'il est censé être plus formel devant les membres de la famille royale. Mais elle n'aime pas ça, alors elle lui dit d'arrêter et lui révèle qu'elle a une demande spéciale à lui faire. Lynn déclare alors qu'elle aimerait que Nor l'accepte comme sa page. Nor n'a aucune idée de ce que c'est, alors elle lui explique qu'une page est une personne qui s'occupe des besoins quotidiens d'une autre personne pendant qu'elle apprend des techniques et absorbe des connaissances de cette personne. C'est un peu comme un apprenti, mais le simple fait de côtoyer Nor lui suffirait. Nor refuse instantanément, mais Lynn lui assure qu'elle peut lui être utile. Elle a obtenu les meilleures notes de tous les temps dans les 6 écoles de formation, et elle sait donc qu'elle ferait une excellente page. Nor refuse toujours et explique qu'il n'a rien à lui apprendre. De plus, elle ne peut pas l'aider parce qu'il peut faire ce dont il a besoin tout seul. Lynn dit que sa famille le paiera grassement, mais Nor rejette également cette proposition. Elle lui propose alors d'être son assistante, mais il n'a pas besoin d'elle pour cela non plus. Elle fait ses preuves en faisant une grande démonstration de magie, et elle déclare qu'il s'agit des plus hauts niveaux de compétences magiques qu'elle peut utiliser. Elle montre ensuite son attaque de lame de brume et tranche instantanément un arbre entier en deux.
Elle explique qu'il s'agit d'une technique de la classe des voleurs, mais ce n'est pas tout. Elle utilise ensuite son coup divin, qui est incroyablement puissant. Elle révèle qu'il s'agit d'une compétence sacrée de la classe des épéistes. Lin est déçu lorsque Nor la rejette à nouveau, et il se demande si elle ne l'a pas pris pour une personne avec laquelle il vaut la peine d'apprendre. Elle vient de prouver à quel point elle est douée, et Nor se sent presque pitoyable face à elle. Tout ce qu'elle a fait, c'est prouver encore plus que Nor n'a rien à lui apprendre. Lin est très déterminée, et Nor essaie de trouver un moyen de la faire comprendre. Comme il n'a rien à lui apprendre, il décide de lui montrer. Lin lui montre toutes ses capacités étonnantes, alors Nor lui montre l'étendue de ses capacités, sa petite flamme. En rentrant chez elle, Lin pense aux histoires que tous les instructeurs des 6 écoles racontaient à leurs élèves, les histoires du jeune garçon sans talent. Les élèves prenaient ces histoires pour des contes de fées, car l'idée qu'un tel garçon puisse exister semblait impossible. Ce garçon a fréquenté toutes les écoles d'entraînement de la capitale royale, réputées pour leur rigueur, et il a terminé le trimestre complet dans chacune d'entre elles. Rien que cela était incroyable, car même les guerriers les plus endurcis abandonneraient au bout de 3 jours, sans parler d'un enfant. C'est ce qu'elle pensait aussi jusqu'à ce qu'elle rencontre Nor. Un jour, l'instructeur de magie montra à Lin quelque chose d'intéressant, il lui montra comment sa petite flamme pouvait grossir. L'instructeur Oken lui a expliqué que, selon l'entraînement, même la plus petite flamme du niveau le plus bas peut devenir aussi grande que la sienne. Elle n'a aucune utilité pratiquée, depuis 200 ans, Oken l'utilise pour s'amuser. Lin a essayé de faire grandir sa petite flamme elle-même un nombre incalculable de fois, mais elle n'a jamais réussi à la faire grandir ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il est clair que ce n'est pas quelque chose de facile à faire et qu'il faut probablement s'y consacrer pendant très longtemps. C'est pourquoi Lin a été stupéfaite lorsqu'elle a vu la petite flamme de Nor, elle était bien plus grande que ce que le plus grand sorcier du monde, Oken, avait réussi à faire. C'était une petite flamme qui dépassait de loin tout ce qu'elle avait vu. Nor en a honte et explique que les 5 autres compétences de classe qu'il connaît sont exactement comme celle-ci. Nor ne s'en rend pas compte, mais ces 6 compétences de classe sont toutes extraordinaires. Lin a maintenant honte d'avoir essayé de montrer ses compétences. Nor a repoussé l'attaque d'un démon avec une simple épée, mais il ne s'est pas du tout vanté de son pouvoir et a continué à travailler tranquillement pour d'autres personnes. Nor est manifestement fort de corps et d'esprit, et il ne cède à personne. Lin sera bientôt en mesure de diriger la nation aux côtés de son frère, elle doit donc être forte. C'est pourquoi elle est déterminée à apprendre à être forte comme Nor l'est. Cette nuit-là, Lin retrouve Nor et se dit qu'elle suivra Nor partout où il ira jusqu'à ce qu'il la reconnaisse comme sa page. C'est parce que la force que sa famille royale recherchait réside en Nor. De retour au château, Rin est contrarié par le fait que son père ait donné la lame noire à une personne de lignée inconnue. Le père de Rin a trouvé l'épée dans le coin le plus profond du donjon des perdus. C'est au cours d'une quête incroyablement dangereuse que cette étrange épée a été trouvée. La lame est faite d'un matériau inconnu, plus dur que tout autre. Peu importe ce qu'ils ont essayé, rien n'a pu égratigner l'épée. C'est pour cette raison qu'elle est connue sous le nom de lame incassable. La lame était déjà très abîmée lorsqu'elle a été trouvée, ce qui a amené tout le monde à se demander quelle force puissante avait pu lui donner cet aspect. L'épée a une valeur inimaginable, et Rin ne comprend pas comment le roi a pu la donner comme il l'a fait. Mais Rin change d'avis et se rend compte qu'un sentiment d'inquiétude plane sur le pays. Selon toute vraisemblance, Rin pense que son père doit compter sur Nor pour une raison ou une autre. Nor est l'homme qui a vaincu un minotaure tout seul et qui a sauvé la vie de Lin, il est donc possible qu'il soit une arme secrète pour quelque chose à venir. Ailleurs, nous retrouvons Nor avec Lin. Il se demande s'il est normal qu'une princesse sorte comme ça, mais elle lui fait remarquer qu'elle est d'abord une aventurière. Lin parle de lui comme de son instructeur, mais Nor aimerait qu'elle ne le fasse pas. Les tentatives de Nor pour mettre les choses au clair ont échoué, et Lin continue de le suivre partout. Nor envisage de trouver du travail à la guilde, ce qui lui permettra de voir à quel point il est simple. À la guilde, l'employé se demande pourquoi Nor est avec la princesse, mais Lin lui dit de l'appeler par son nom parce qu'elle est une aventurière en ce moment. L'employé se rend compte qu'il ne devrait pas mettre son nez dans les affaires des autres, et Nor explique qu'il cherche un travail qui nécessite 2 personnes. Lin est un rang argenté. Donc si elles forment un groupe, elles pourront partir à la chasse aux gobelins à l'extérieur de la capitale. Nor est choqué, car les gobelins sont les monstres que les aventuriers utilisent pour mettre leurs compétences à l'épreuve. Nor n'arrive pas à croire qu'il va pouvoir travailler en dehors de la capitale, mais il se sent mal de profiter du rang d'aventurière de Lin. C'est d'autant plus dommage qu'il n'a fait qu'essayer de se débarrasser d'elle pendant tout ce temps. Nor se demande si elle serait vraiment d'accord, et Lin lui répond avec enthousiasme qu'elle serait honorée de former un groupe avec lui. Nor éprouve un peu de honte, mais il s'en remet car l'un de ses rêves est sur le point de se réaliser. Nor s'empresse d'aller commencer le travail, mais il doit vite revenir car l'employé ne lui a encore rien dit à ce sujet. Le greffier l'avertit qu'il s'agit d'un travail de rang inférieur, mais que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Il se déroulera dans la forêt des bêtes, et ils devront rapporter l'oreille d'un gobelin comme preuve d'une chasse réussie. Sans l'oreille, ils ne seront pas indemnisés, c'est donc très important.
Il a été rapporté que le nombre de gobelins a diminué, il est donc possible qu'ils ne trouvent aucun gobelin. Dans ce cas, le greffier leur dit de cueillir des herbes et de les rapporter. Les deux hommes quittent la capitale en se promettant de faire de leur mieux. Alors qu'ils marchent dans la forêt, Nor demande à Lynn de lui parler des gobelins. Elle lui explique qu'ils chassent les petits animaux et mangent les fruits des arbres. Cependant, depuis peu, ils s'attaquent agressivement aux humains pour se nourrir. S'ils continuent à se multiplier, ils risquent de manquer de nourriture et d'envahir les villages humains. C'est pourquoi les aventuriers tentent de contrôler leur nombre. D'un autre côté, la forêt dépend des gobelins, il n'est donc pas bon de les chasser jusqu'à l'extinction. Lynn a manifestement beaucoup de connaissances, ce qui fait comprendre à Nor qu'il n'a rien à lui apprendre. Lynn continue de vérifier s'il y a des gobelins près d'eux, mais ils n'ont rien trouvé. Normalement, ils auraient dû en rencontrer au moins un, et Lynn en conclut que les rumeurs sur la diminution de leur nombre sont vraies. À ce moment-là, Lynn sent qu'un monstre se trouve à proximité. Ils vont vérifier, mais la forêt devient de plus en plus sombre. Les grands arbres bloquent la lumière du soleil, mais les gobelins préfèrent vivre dans des endroits comme celui-ci. Lynn s'arrête étonnamment et révèle que la présence du monstre a disparu. Nor suppose que le monstre est mort de vieillesse, mais ils sont choqués lorsqu'ils découvrent que le gobelin a été mutilé. Lynn utilise rapidement la magie de révélation et découvre un monstre géant qui était en train de manger l'autre gobelin. Nor est choqué d'apprendre que le géant est aussi un gobelin, car les gobelins sont censés être les monstres les plus faibles. Pourtant, le géant ressemble clairement à un gobelin, et il traite même certains arbres voisins comme des armes. Nor est tellement désemparé qu'il suppose que les gobelins ressemblent vraiment à ce qu'il a entendu dire à leur sujet. De plus, il pense que les autres aventuriers sont capables de s'en débarrasser comme d'une guigne. Lynn est manifestement terrifiée, et Nor ne la blâme pas car elle n'a aucune expérience du combat. Nor lui assure qu'ils s'en sortiront et déclare qu'ils ne se battent que contre un gobelin. Nor est en fait terrifié, mais il sait qu'il ne peut pas penser à cela s'il veut gagner. Lynn sait que ce gobelin est en fait l'empereur des gobelins, et qu'il est considéré comme une menace extrême. L'empereur des gobelins est un monstre créé par manipulation génétique par l'homme, et les recherches qui en sont à l'origine sont désormais interdites. Ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est qu'il mange ses semblables, puis s'approprie leur pouvoir et devient plus fort. Lynn se souvient que Nor a dit qu'il n'affrontait qu'un gobelin, et elle est étonnée de sa confiance en lui. Elle est tout aussi désemparée que Nor, car elle pense maintenant qu'il a fait exprès de venir dans cette région. Lynn pense que si Nor était si enthousiaste à propos de ce travail, c'est parce qu'il voulait éliminer la menace que personne ne connaissait. Lynn prend confiance en elle, et toutes deux se préparent à se battre. La bête géante tente de frapper la première, mais Nor utilise magistralement sa capacité de parade pour la repousser. La bête est incroyablement puissante et parvient à repousser Nor. Nor voit bien qu'elle essaie de l'acculer, mais il refuse de se laisser faire. Il déséquilibre le gobelin et demande à Lynn de poursuivre avec de la magie. Elle s'exécute, mais le gobelin est trop rapide pour être touché. À ce moment-là, Nor doit sauver Lynn car le gobelin commence à lancer des arbres sur eux, et Nor continue à utiliser la parade pour les dévier. Lynn sait qu'elle doit faire quelque chose avant que la situation n'empire, mais elle est choquée lorsqu'elle remarque que la blessure du gobelin a disparu. Même l'empereur des gobelins ne devrait pas pouvoir se remettre aussi rapidement. Lynn pense donc que le cristal de mana qui se trouve sur le front du gobelin est en cause. Elle dit à Nor que s'il peut l'enlever du monstre, ils auront peut-être une chance de gagner. Leur plan est cependant interrompu lorsque la bête lance un groupe d'arbres sur Nor. Nor est stupéfait de voir combien il y en a, et il se rend compte que ce gobelin l'observait pour voir combien il pouvait en parer. Nor craint de ne pas pouvoir tous les parer, mais heureusement, Lynn les détourne grâce à sa magie. Le gobelin guérit à nouveau, et Lynn est plus sûr que jamais qu'il se réapprovisionne en énergie grâce à la pierre de mana. Les deux hommes réalisent rapidement qu'à ce rythme, ils vont manquer d'endurance et de magie en essayant de suivre le rythme. C'est alors que Nor a une idée et demande à Lynn d'utiliser son attaque de vent dans son dos. Mais Lynn refuse d'attaquer Nor, car son souffle de vent est assez puissant pour démolir les murs d'un château. Il ne pourra pas survivre, quelle que soit sa force, mais Nor explique qu'elle ne l'attaquera pas directement. Nor prévoit de lui faire frapper l'épée pendant qu'elle est sur son dos, car la seule chance de battre le gobelin est d'aller plus vite que lui. Le temps presse car le monstre se prépare à attaquer à nouveau, et Lynn accepte de le faire. Son souffle de vent est incroyablement puissant et projette Nor à travers le champ de bataille, qui manque de s'évanouir. Mais Nor se ressaisit et améliore son corps. Cette combinaison permet à Nor de percer les défenses du gobelin et de faire tomber le cristal de son front. Le gobelin perd la raison et Lynn récupère la pierre. Nor lui dit d'achever le gobelin, mais lui demande aussi de s'assurer qu'il n'aura pas trop mal. Lynn ne semble pas avoir écouté cette dernière partie, car elle met le feu au gobelin, qui hurle à l'agonie. Une fois la torture terminée, Nor s'excuse auprès de la bête et décide qu'il ne tuera plus de gobelins pendant un certain temps. Il se rend compte qu'il ne devrait pas se mettre dans des situations dangereuses, et qu'il ne passera au prochain défi qu'après s'être entraîné davantage et être devenu plus fort. Un peu plus tard, Rin est informé que l'empereur des gobelins a été repéré. Les empereurs sont plusieurs fois plus forts que les rois gobelins, et Rin ne peut même pas imaginer à quel point il était fort,
puisqu'il avait également un puissant cristal de mana sur le front. Rin craint que la pierre ne provienne du cœur du démon et se demande qui a bien pu être derrière tout ça. Il est alors choqué d'apprendre que Nor et Lyn ont réussi à le vaincre en ne subissant que des blessures mineures. Plusieurs incidents étranges comme celui-ci ont commencé à se produire, et la guilde a donc ouvert une enquête pour découvrir ce qui se passe. De retour à la guilde, l'employé est choqué de voir que le petit garçon maigrelet d'il y a quelques années s'est transformé en une bête tueuse de gobelins. Nor fait preuve d'une grande humilité, car il attribue beaucoup de mérite à Lyn, mais il décide aussi de fêter son premier jour de chasse. Pour d'autres, ce n'est pas grand-chose, mais pour lui, ce premier jour est important. En entendant parler de la pierre de mana sur le gobelin, le greffier se demande si ce qu'ils ont combattu était vraiment un gobelin. Nor est presque sûr que c'en était un, et Lyn se contente de suivre les conseils de son instructeur. Le greffier demande alors l'oreille du gobelin pour pouvoir payer Nor pour son travail. Nor regarde Lyn avec un visage sombre, car ils doivent maintenant expliquer qu'ils n'ont pas l'oreille parce qu'ils ont brûlé le gobelin géant. Au château, Rin se rend compte, grâce à des documents, qu'un ennemi a pénétré profondément dans son pays. Il ordonne d'urgence l'envoi de troupes dans certaines régions et convoque même les 6 héros du pays. Rin s'en veut de ne pas s'en être rendu compte plus tôt et maudit l'Empire magique d'être allé aussi loin. Ils veulent les ressources du donjon et se fichent éperdument de tuer des innocents. Rin est furieux car l'Empire magique vient démolir le pays. De retour auprès de notre héros, nous apprenons que le maître de la guilde a fait une faveur à Nor. Nor n'a pas ramené l'oreille du gobelin, mais le maître de la guilde l'a tout de même dédommagé pour célébrer sa première chasse. Nor et Lyn terminent leur repas de fête, et elle décide de rentrer chez elle pour la journée. Lyn se demande si son professeur est d'accord, ce à quoi Nor répond par l'affirmative et la remercie pour son aide. À ce moment-là, Rin apparaît et s'excuse d'avoir une demande urgente. Il demande à Nor d'emmener Lyn à la montagne le lendemain matin et propose même de les transporter. Rin ne donne pas de détails, mais Nor sent bien que c'est sérieux, alors il accepte de l'aider. Le lendemain matin, Nor se dit que s'il a accepté de faire ce voyage, c'est pour voir enfin ce que c'est que d'être dans une calèche. Nor n'a jamais voyagé en dehors de la capitale, et le voyage est donc plus précieux pour lui que l'argent qu'il reçoit pour emmener Lyn. Il est aussi très excité parce que bientôt, il pourra même voyager dans d'autres pays. Nor voit bien que Lyn est mal à l'aise, alors il lui dit de profiter du paysage avec lui. Il pense alors à son rêve de devenir un aventurier normal et de voyager seul. Lyn s'excuse que Nor doive l'emmener, mais il lui répond qu'il lui est redevable de l'avoir aidé avec le gobelin. Un coup d'œil en arrière montre que Rin leur a demandé de se diriger vers les montagnes et d'attendre un peu. Si rien d'étrange ne se produit, ils se rendront à un endroit appelé Mitra. Lyn espère qu'il ne se passera rien et Inès lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est là. Cependant, nous apprenons qu'Inès a reçu des ordres secrets de Rin. Il a prévenu que la capitale royale entrerait bientôt en crise. Si elle reçoit un rapport indiquant que la capitale a été détruite, elle devra emmener Nor et Lyn à Mitra. Inès refuse de quitter la capitale en cas d'urgence, mais Rin lui rappelle que son principal devoir est de protéger Lyn. Inès s'excuse auprès de Nor de s'être laissé entraîner par la situation, mais il considère toujours qu'il s'agit d'un simple voyage. Nor voit bien que quelque chose l'inquiète, alors elle lui explique que le protéger est une autre de ses responsabilités. Elle lui dit de ne s'inquiéter de rien, mais Nor, qui est décontracté, n'est pas du tout inquiet. Nor a l'intention de se protéger si quelque chose arrive, et il est sûr de pouvoir s'enfuir si nécessaire. Nor est alors choqué d'apprendre qu'Inès a un bouclier, même s'il n'en a pas l'air. Inès révèle qu'il s'agit en fait d'un bouclier de lumière, et elle demande à Nor de se cacher derrière en cas d'incident. Le bouclier est incroyablement solide, car ni les armes ni la magie ne peuvent le traverser. Nor pense alors à l'homme qu'il a combattu au château, mais il ne se souvient pas de son nom et l'appelle simplement Armadillo. D'après ce que Lyn lui a dit, Armadillo est tellement doué qu'il a pu terrasser un dragon à lui tout seul. Inès est manifestement aussi forte que ce type, et Nor en déduit qu'elle est d'un tout autre niveau que lui. Nor la complimente et elle explique un peu son passé. Elle a été placée dans un orphelinat quand elle était jeune, et c'est là qu'elle a réalisé pour la première fois qu'elle avait un pouvoir mystérieux en elle. Inès ne savait pas ce qui se passait, et une petite fille s'est blessée en touchant le mystérieux pouvoir d'Inès. Inès a montré ses pouvoirs au héros, et il est devenu évident qu'il s'agissait d'un don du ciel. Il s'agissait d'un pouvoir historiquement rare, qui pouvait se transformer en lame pour abattre n'importe qui ou en bouclier pour se protéger de n'importe quoi. Selon la manière dont elle l'utilisait, il pouvait facilement lui permettre d'anéantir un pays entier. Inès a été recueillie par l'un des héros, Dan, et elle a appris des 6 héros à utiliser son pouvoir. Inès n'a jamais pu surmonter la peur de blesser à nouveau quelqu'un avec son pouvoir, et elle s'est donc éloignée de tout le monde. Mais cela ne dura pas éternellement, et la raison en est qu'elle fut choquée d'entendre le nom de Nor. Un jour, Dan l'entraînait et on l'informa qu'un autre groupe de monstres approchait. La situation s'aggravait et Dan souhaitait que Nor soit toujours là. Inès l'entendit, mais Dan lui dit simplement d'oublier ce qu'il avait dit. Cette Nor était manifestement quelqu'un que son père adoptif reconnaissait, et elle enviait cette personne mystérieuse. Son envie n'a fait que croître depuis qu'elle a rencontré Nor.
Inès refuse de laisser ses émotions obscurcir son jugement et jure une fois de plus de protéger Lynn au péril de sa vie. À ce moment-là, tout le monde remarque un étrange chemin dans le champ, et Lynn utilise son sort de découverte pour révéler un monstre. De retour à la capitale royale, le roi reconnaît que l'attaque a commencé, et on l'informe qu'ils n'ont pas assez de soldats pour combattre tous les monstres qui sont apparus. Rhin prend les choses en main et élabore un plan pour combattre les monstres et évacuer les citoyens. Le roi maudit Darius d'avoir mis sa menace à exécution et craint que ce ne soit qu'un début. Rhin informe alors le roi que les 6 héros ont été envoyés dans toute la capitale. Non loin de là, nous assistons à l'attaque d'un groupe par des gobelins géants, et Dan arrive pour les aider. Nous voyons ensuite les autres héros arriver sur le champ de bataille. La situation devient de plus en plus dangereuse, mais Rhin est rassuré de savoir que Lynn est en sécurité. De retour auprès de Lynn, nous découvrons qu'il y avait un enfant avec le dragon, et qu'il était déterminé à éliminer quelqu'un. Lorsque Lynn a brisé la barrière du dragon, celui-ci a repoussé l'enfant. Inès reconnaît le dragon noir et se demande pourquoi une bête féroce se trouve là. Inès tente d'arrêter Nor qui entre en action, mais il est trop tard car il affronte le dragon. Nor combat la bête, mais Inès souligne que l'enfant que Nor protège était déjà avec le démon avant qu'il n'arrive. Un retour en arrière permet de voir Rhin parler à Lynn du peuple des démons. Ce sont des demi-humains qui ont la capacité spéciale d'établir un lien mental avec des monstres à volonté. Selon Rhin, ils sont plus proches des monstres que des humains. Ces demi-humains manipulaient des monstres puissants et ont failli détruire la cité de Mithra, si bien qu'ils ont été chassés par les humains. On les croyait éteints, mais il semble que leurs descendants soient toujours là, d'une manière ou d'une autre. Rhin a prévenu Lynn de s'enfuir si elle en voyait un, car il déteste vraiment les humains. Inès est persuadée que ce gamin manipule le dragon et qu'il prévoyait probablement d'amener la bête vicieuse dans la capitale royale. Elle explique que l'enfant a semblé perdre le contrôle du dragon lorsque la barrière s'est rompue, et Inès est choquée que Nor se soit précipité pour l'aider sans réfléchir à 2 fois. Inès est en colère, car elle pense qu'il est stupide, et elle se demande pour qui il se prend. Lynn pense qu'il devrait l'aider, mais Inès refuse étonnamment d'aider Nor. Nor continue à se battre, mais il appelle cette chose une grenouille et pense qu'elle n'est pas aussi forte que le gobelin qui l'a combattu. Le plan de Nor est de tenir jusqu'à ce que les filles arrivent en renfort, mais la bête prépare une explosion d'énergie. L'enfant sera blessé s'il esquive, alors il attaque le monstre à la place. Mais quelque chose de terrible se produit, un liquide noir commence à sortir du corps de Nor, et Inès explique que c'est là la véritable horreur du dragon. Nor comprend immédiatement qu'il a été empoisonné et qu'il ne peut plus bouger son corps. Ce dragon élimine tout ce qui entre en contact avec lui, c'est pourquoi on l'appelle le dragon de la mort noire. Lynn tente d'aider Nor lorsque le dragon repart à l'attaque, mais Inès l'en empêche parce qu'un brouillard empoisonné encore plus important se profile à l'horizon. Lynn exige qu'elle la laisse partir, mais Inès déclare que son devoir est de la protéger à tout prix. Si elle peut retenir l'attaque du dragon d'une manière ou d'une autre, Lynn pourra au moins s'échapper. Inès déclare alors que la survie de Lynn est la seule chance qu'ils ont de faire revivre le royaume. Lynn essaie encore de discuter avec elle, alors Inès explique qu'une seule bouffée du gaz empoisonné est fatale, et que même le héros de la guérison ne serait pas capable de sauver Nor. Le dragon libère son poison, Inès protège Lynn avec son bouclier et lui promet de la garder en vie. La purification de Lynn ne fonctionne pas et des oiseaux commencent à tomber du ciel. Inès s'excuse auprès de Nor car elle voulait à l'origine protéger toute personne en danger, mais son devoir envers le royaume doit passer en premier. À ce moment-là, les filles sont surprises par une griffe de dragon qui tombe devant elles. Elles ne comprennent pas ce qui se passe et sont choquées de voir que Nor est toujours en train de combattre la bête. Nor est en très mauvais état, et Inès se demande si c'est à cause de cette détermination que Dan a souhaité que Nor soit toujours là. Inès se rend compte que Nor n'est pas du tout stupide. Il est en fait le genre de personne qu'elle a toujours admiré et poursuivi, faire tout ce qu'il faut pour protéger quelqu'un et être un véritable bouclier. Malheureusement, il semble que Nor ait atteint ses limites, et cela se vérifie lorsque l'attaque suivante du dragon l'envoie s'écraser au sol. Nor est étonnamment soulagé et se dit qu'il va finalement réussir à s'en sortir. Un retour en arrière montre un groupe d'enfants emprisonnés. Ils étaient considérés comme maudits parce qu'ils étaient nés avec le pouvoir de contrôler les bêtes magiques. On les traitait de sales gosses et on les nourrissait à peine. L'un d'entre eux, en particulier, a appris que le but de son pouvoir était de contrôler le bétail. Cependant, l'un de ces demi-humains a utilisé son pouvoir pour contrôler des monstres pendant la guerre et a éliminé de nombreuses personnes. Les humains ont commencé à haïr les démons, et ils ont été pourchassés. Le seul enfant emprisonné était tourmenté sans relâche, et toute tentative de parler était accueillie par de nouvelles attaques. Cet enfant avait également le pouvoir de lire dans les pensées des gens, mais cela ne fit qu'aggraver son cas lorsque les humains le découvrirent. Peu importe à quel point il était maltraité, cet enfant n'a jamais songé à se venger. Même s'il détestait tout ce qu'on lui faisait subir, il ne voulait jamais songer à blesser qui que ce soit. Cependant, un jour, le responsable de la prison a demandé au gamin de s'occuper de quelques monstres. Il lui a dit que les démons pouvaient être utiles aux gens, et que si le gamin l'écoutait, il ne serait plus jamais battu. Le type le laisserait manger tout ce qu'il voulait, et il en irait de même pour tous les autres enfants.
Cependant, s'ils n'écoutaient pas, les choses deviendraient bien pires pour eux. Le gamin ne pouvait pas lire dans les pensées du type parce qu'il portait un appareil sur la tête, mais il décida de lui faire confiance et de mettre fin aux tourments de tout le monde. Quelque temps plus tard, le gamin s'est rendu à la capitale avec l'intention d'éliminer tout le monde sur les ordres du type. Mais c'est à ce moment-là que Lin a détruit la barrière. Le gamin s'est excusé auprès de tout le monde parce qu'il avait échoué et qu'il était prêt à mettre fin à sa vie. Il n'a finalement aidé personne, mais il était au moins soulagé de n'avoir blessé personne. Il était heureux de quitter le monde de cette façon, et il espérait simplement que s'il renaissait, il ne serait pas battu aussi durement dans sa prochaine vie. Il espérait être utile à quelqu'un et dire adieu à ce monde. Mais c'est à ce moment-là que Nor l'a sauvé. Le gamin ne comprenait pas pourquoi quelqu'un se battait pour lui, et il s'inquiéta pour Nor lorsqu'il fut frappé par le poison du dragon. Le gamin fut également touché par le poison, mais Nor fit quelque chose et l'hémorragie du gamin s'arrêta net. Étonnamment, ce que Nor a fait a également empêché l'enfant d'être à nouveau empoisonné. La bataille s'intensifie, comme nous l'avions vu auparavant, et Nor est soulagé d'avoir été vaincu pour une raison ou une autre. Un autre regard en arrière montre ce que Nor a fait après son retour des écoles d'entraînement de la capitale royale. Nor a préparé une soupe à partir d'herbes qu'il a ramassées, mais certaines d'entre elles se sont avérées toxiques. Nor était dans le pétrin, car il ne pouvait utiliser que sa faible capacité de guérison, et il pouvait à peine bouger. Après une longue nuit de souffrance, Nor finit par se traîner pour boire de l'eau. Un livre sur les herbes lui indiqua laquelle était la plus toxique, et Nor tenta de reprendre l'entraînement de sa capacité de parade. Malheureusement, le corps de Nor souffrait toujours des effets du poison, et il dut à nouveau utiliser sa faible capacité de guérison. Au bout d'un jour, Nor fut choqué de voir qu'il se sentait enfin mieux. Nor finit par retrouver la plante empoisonnée, mais cette fois-ci, il était plus prudent. Malheureusement, Nor n'a pas eu de chance et un serpent très venimeux l'a mordu. Mais, chose choquante, les effets se dissipèrent très vite. Nor voulut tester quelque chose, il mangea le serpent et fut choqué de voir que le poison l'affectait à peine. Le lendemain, Nor s'est empoisonné avec un autre serpent, mais le poison s'est répandu lentement et il s'est rendu compte qu'il avait développé une tolérance au poison. Nor se dit que cela pourrait lui permettre d'acquérir une nouvelle compétence, et il prit goût aux choses vénéneuses. Au fur et à mesure qu'il mangeait des produits vénéneux, il lui arrivait de s'effondrer, mais dans l'ensemble, il était capable d'absorber la plupart des poisons. Il n'a jamais acquis de compétences grâce à cela, mais il pouvait manger des objets empoisonnés au prix d'une petite quantité de sang. Ce n'était qu'un petit prix à payer, car Nor adorait le goût des choses empoisonnées. C'est pourquoi, de retour dans le présent, Nor a décidé que cette grenouille géante empoisonnée serait délicieuse. Il s'avère que Nor n'a pas pu contrer le poison à temps, et c'est pourquoi il a craché un peu de sang. Cependant, Nor sait d'expérience qu'une telle quantité de sang n'est pas grave. Nor est heureux de voir que sa faible capacité de guérison a protégé le gamin, et il retourne directement au combat contre la grenouille. L'enfant est stupéfait de voir que Nor peut affronter un monstre aussi horrible à lui tout seul, et Nor commence à repousser la bête, ce qui est surprenant. Mais tout le monde est terrifié lorsque la bête aspire une grande quantité d'air pour sa prochaine attaque. Nor voit ce qui se prépare, car il est évident que le dragon est sur le point d'utiliser son attaque finale tout ou rien. Mais Nor n'a pas froid aux yeux et il utilise la parade pour que le dragon envoie son attaque directement dans le ciel. Tout le monde est stupéfait par ce qu'il vient de voir, et la bête est vaincue. Il y a quelque chose de suspect dans le fait que cette bête soit si proche de la ville, mais tout ce à quoi Nor pense, c'est que cette grenouille venimeuse est probablement très savoureuse. Nor va voir le gamin, qui lui révèle que c'est lui qui a apporté le monstre. Nor est choqué lorsque l'enfant dit qu'il allait apporter la grenouille à la ville, mais Nor pense que cela signifie que la grenouille était destinée à être livrée en tant que nourriture. Ramener l'animal vivant serait le meilleur moyen de produire de la nourriture fraîche dans la ville, et Nor pense que le gamin se cachait pour que personne ne lui vole la précieuse grenouille. Nor se méprend sur la situation, car il commence à penser que le pauvre enfant a probablement élevé la grenouille lui-même afin de pouvoir la vendre. Son malentendu s'aggrave car il pense maintenant qu'il a gâché la livraison du précieux stock de l'enfant à la ville. Nor s'excuse abondamment et promet de rembourser le gamin pour la grenouille. Le gamin lui répond qu'il n'a pas besoin de le rembourser et lui révèle qu'il a réussi à amener le monstre jusqu'ici en le contrôlant. Nor est stupéfait qu'un si petit enfant puisse contrôler un monstre géant, et il se demande s'il y a d'autres personnes avec un tel talent. L'enfant n'a jamais entendu parler de compétences auparavant, et Nor est choqué d'apprendre que cet enfant possède ce pouvoir depuis sa naissance. Nor détermine qu'il s'agit d'une capacité donnée par les cieux, et le gamin trébuche sur ces mots en révélant nerveusement qu'il est de la famille des démons. Comme tous les démons ont cette capacité, Nor en déduit qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Nor s'est toujours demandé ce qu'il ferait s'il avait cette capacité, et tout ce qui lui venait à l'esprit, c'était d'aider les gens. L'enfant est surpris que Nor n'ait pas peur qu'il soit un démon, et il se demande pourquoi Nor ne le déteste pas. Il lui révèle que toutes les personnes qu'il a rencontrées l'ont détesté pour son pouvoir, mais Nor ne comprend pas pourquoi. Nor lui dit d'ignorer ce que tout le monde lui a dit, car son pouvoir est incroyablement utile.
L'enfant est stupéfait d'entendre qu'il peut être utile, et Nor lui dit qu'il aimerait bien avoir ce pouvoir. L'enfant s'effondre d'incrédulité et se demande si on peut vraiment avoir besoin de quelqu'un comme lui. Nor pense que, contrairement à lui, cet enfant est né avec une capacité, et il se demande comment l'enfant peut se sentir si inutile. L'enfant se met à pleurer et Nor lui assure qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de son aide. Les filles arrivent enfin et Lin propose frénétiquement de soigner les blessures de Nor. Les filles sont stupéfaites lorsque Nor explique qu'il a déjà guéri et qu'il est très résistant au poison. Lin n'en revient pas, car le poison du monstre était extrêmement dangereux, et c'était un miasme qui abîmait même le sol sur son passage. Il est difficile de croire que l'on puisse être encore en vie après avoir été touché directement par le poison. Lin se rend compte qu'il n'y a qu'une seule explication. L'un des héros lui a parlé un jour de ce qu'on appelle l'esprit secret. En affinant son corps comme un saint, une personne peut acquérir la capacité d'utiliser une technique qui purifie tout ce qu'elle touche et guérit toutes les blessures. Cependant, le héros n'a pu atteindre cette technique parfaite qu'après des années d'entraînement non conventionnel. Il lui a fallu 40 ans pour atteindre ce pouvoir, mais Nor est encore très jeune. Nor demande à Lin de s'occuper des blessures de l'enfant, et elle devine immédiatement à son apparence qu'il s'agit d'un démon folk. Nor explique qu'il veut emmener l'enfant avec eux, mais les filles ont peur. Les démonistes sont une race dangereuse et de nombreux pays recommandent de les éliminer à vue. Les filles mettent Nor en garde contre le danger, mais Nor veut rembourser l'enfant pour avoir détruit sa grenouille. Lin souligne qu'il s'agissait en fait d'un dragon de la mort noire, et elle est choquée d'apprendre que le gamin avait l'intention de l'amener en ville. Les filles veulent savoir qui oblige l'enfant à faire cela, mais il ne sait rien du type. Inès se rend alors compte que cet enfant était un esclave. Les esclaves sont interdits dans le royaume de Glaise, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Lin demande au gamin d'où il vient, mais il a eu les yeux bandés en venant ici, et il ne sait pas grand-chose de la ville où il se trouvait. Nor dit alors aux filles qu'il aimerait emmener l'enfant à la ville la plus proche. Lin se souvient que son père l'avait toujours mise en garde contre les rumeurs et lui avait conseillé de se fier à ses propres yeux. Lin se rend compte qu'elle a considéré cet enfant comme faisant partie d'une race dangereuse, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un petit garçon qui n'a nulle part où aller. Lin a honte, et l'enfant se présente sous le nom de Rollo. Lin veut l'emmener avec elle, mais Inès hésite. Les démons ne sont pas autorisés à entrer dans Mitra, il sera donc difficile de l'emmener avec eux. Cependant, il sera également difficile pour Rollo de survivre s'il le laisse seul. C'est une décision assez difficile à prendre, car Mitra pourrait les considérer comme des ennemis à leur arrivée, et ils pourraient être attaqués. Juste à ce moment-là, leur décision difficile est interrompue par l'apparition d'un homme mystérieux, qui est manifestement très dangereux. Ce type révèle qu'il a été engagé par la personne qui a envoyé Rollo faire sa livraison. Nor s'excuse d'avoir gâché leur plan, mais le type s'en moque et révèle qu'il en a après l'enfant. Apparemment, Rollo vaut beaucoup d'argent, et le type est là pour le récupérer. Ce type se déplace à une vitesse fulgurante, et Nor parvient tout juste à repousser son attaque. L'étranger explique que son client veut mettre fin à la vie du gamin, mais qu'il serait beaucoup plus facile pour lui d'éliminer Rollo tout de suite, pour qu'il n'ait plus qu'à ramener sa carcasse. Alors qu'ils se battent, Nor dit qu'il ne comprend pas quel est le problème de ce type, mais ce dernier répond que Nor n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Lin est choquée de voir à quelle vitesse ils avancent, car elle n'arrive même pas à suivre, et Inès lui dit de rester derrière elle. L'inconnu continue à attaquer de manière créative, mais Nor parvient à le parer à chaque instant. L'homme ne perd pas son sang-froid et décide de couper la tête de Nor. Nor part l'attaque du type au tout dernier moment, mais il est choqué que le type mystérieux ait pu générer une telle puissance avec une lame minuscule. L'étranger est également surpris lorsque sa lame tombe en morceaux, mais il en a une autre qu'il utilise pour attaquer Nor. Nor se rend compte qu'il est dans le pétrin car il ne peut qu'éviter l'attaque grâce à son intuition. Il ne pourra pas tenir longtemps car se battre tout en essayant de protéger Rollo lui coûte cher. Lin est horrifiée par la puissance qui se dégage de leur combat, et elle ne peut même pas bouger. Inès utilise son bouclier pour la protéger et lui révèle qu'elle vient de réaliser quelque chose, l'apparence de cet homme, ainsi que son immense force, montre clairement qu'il s'agit de l'ancien aventurier de rang S appelé Zadu. Un retour en arrière montre Inès après avoir trouvé des documents sur une affaire non résolue. Cette affaire a été classée parce que la cible avait été officiellement éliminée, mais ce n'était pas vrai. La cible était Zadu, qui était devenu un aventurier de rang S à un jeune âge, ce qui faisait de lui une cible pour les autres rangs S. Inès a été choquée d'entendre cela, car les cibles de rang S ne sont généralement pas des humains. Gilbert était impatient d'éliminer Zadu, mais les héros lui ont dit de ne pas essayer. S'ils ont prétendu que Zadu avait été éliminé, c'est parce qu'il est en réalité trop fort pour être éliminé. Ils ont décidé de clore l'affaire parce qu'ils ne voulaient pas envoyer d'autres personnes pour se faire éliminer. Gilbert étant toujours curieux, ils ont expliqué qu'enfant, Zadu maîtrisait l'art ancien de l'alchimie naine. À l'âge de 13 ans, il a reçu le nom de « tueur de dragons ». Gilbert était choqué, car cela signifiait que ce type était encore plus prodige que lui. Zadu devint très célèbre, et tous les aventuriers l'admiraient. Cependant, il n'utilisait pas toujours ses talents à bon escient.
Zadu a éliminé plusieurs civils pour une raison inconnue, mais la guilde n'a pas voulu lui retirer sa licence d'aventurier parce qu'il lui avait beaucoup apporté. Zadu a même éliminé un monstre menaçant de niveau catastrophe par ses propres moyens. La décision sur la façon de traiter avec lui était partagée, ils ont donc décidé de la reporter. Zadu accepte n'importe quel travail tant qu'il est bien payé, et les choses comme la morale n'ont aucune importance pour lui. Cela s'est vérifié lorsqu'il a anéanti un pays entier et éliminé toute une famille royale. C'est comme si Zadu n'avait aucune notion du bien ou du mal. De retour dans le présent, Inès explique tout cela à Lynn. Zadu a été défié par de nombreux aventuriers, mais cela n'a abouti qu'à une montagne de cadavres, et la prime sur la tête de Zadu est maintenant incroyablement élevée. Afin d'empêcher quiconque de s'en prendre à lui, la guilde a annoncé qu'il n'était plus en vie. Zadu et Nor font une pause dans leur combat car Zadu est déçu de voir que toute sa collection de dagues a été détruite. Elles sont fabriquées dans des matériaux qui ne sont pas censés se briser aussi facilement, et Nor se demande si Zadu ne cherche pas à se faire rembourser. Zadu trouve Nor assez bizarre, mais pas autant que son épée. Zadu décide de jouer la carte de la sécurité en lançant son épée dans le ciel, et Inès est choquée de voir qu'elle se brise en plusieurs épées. Cette attaque est assez célèbre, car elle peut prendre plusieurs centaines de vies en un clin d'œil. Il s'agit d'une arme que Zadu a transmutée lui-même et qui s'appelle la croix d'argent. Zadu l'utilise pour attaquer, et Nor parvient à peine à protéger Rollo à temps. Nor sait qu'il ne pourra pas gagner et Inès se rend compte de la gravité de la situation. Inès décide que Nor et Rollo mourront tous les deux si elle ne les aide pas, mais elle se rappelle que sa mission est d'assurer la survie de Lynn. Inès se rend compte de quelque chose et demande à Lynn la permission de la quitter pour participer à la bataille. Nor fait de son mieux pour repousser toutes les épées, mais l'un des essaims est trop rapide pour lui. Heureusement pour Nor, Inès arrive juste à temps. Inès répète que son travail consiste à protéger Lynn, mais elle a compris que cela signifie qu'elle doit garder Nor en vie. Inès utilise ses puissants boucliers pour repousser Zadu, mais il est clair qu'aucun d'entre eux ne pourra le toucher. En effet, Zadu et ses épées se déplacent beaucoup trop vite. Inès s'en rend également compte et décide de se concentrer sur la défense pendant que Nor s'occupe de Zadu. Nor n'est pas sûr d'y arriver, car les sèmes d'épée de Zadu se déplacent comme une créature vivante. C'est alors que Nor a une idée et demande à Inès de déplacer l'un de ses boucliers à son signal. Nor s'améliore alors physiquement en demandant à Inès de déplacer un bouclier, et Nor lance les crocs du dragon qu'il a vaincu en direction de Zadu. Les crocs sont incroyablement puissants, et Inès est choquée de voir que Nor a pu briser les épées de Zadu avec. Nor continue d'utiliser son attaque lancée de pierre et parvient à détruire la plupart des épées. Zadu sort de nulle part pour attaquer Inès, mais Nor parvient à l'arrêter. Zadu ne comprend pas comment Nor a pu arrêter son attaque, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que sa dague en adamite a été brisée par Nor. Zadu essaie d'attaquer à nouveau, mais il obtient le même résultat. Il trouve Nor plutôt bizarre et lui demande comment il a pu voir ses attaques et les contrer. Nor répond que c'est juste quelque chose qu'il peut faire, mais Zadu voit bien qu'il y a plus que ça. Zadu décide d'en rester là et de partir, car récupérer ses armes après qu'elles ont été brisées est une véritable plaie. Mais ce n'est pas tout, car il lui explique qu'une grande fête aura lieu dans la capitale royale. Inès n'est pas rassurée, mais Zadu n'a malheureusement pas plus de détails sur cet événement extravagant. Zadu dit que Nor est l'homme le plus étrange qu'il ait jamais rencontré, et il dit à Rollo de s'estimer très chanceux. Zadu tente une dernière attaque sournoise, mais Nor l'arrête une fois de plus, et Zadu fait remarquer que c'est à cause de Nor qu'il n'a pas pu obtenir sa récompense pour avoir retrouvé Rollo. Zadu s'en va et tout le monde se demande ce qui va se passer à la capitale. Nor pense qu'il devrait rentrer, d'autant plus qu'ils ne pourront pas emmener Rollo à Mitra. C'est alors que Rollo se met à trembler de façon incontrôlable après avoir entendu qu'ils venaient tous de la capitale royale. Il dit à tout le monde qu'ils ne peuvent pas rentrer à cause de quelque chose de terrifiant. Rollo a entendu dire que le plus grand monstre se rendait dans la capitale royale et qu'il était assez puissant pour anéantir toute la ville. Lynn se rend compte que la situation est plus urgente qu'elle ne le pensait et décide de retourner à la capitale. Nor est d'accord avec sa décision, mais Inès refuse. Elle est choquée lorsque Lynn lui révèle qu'elle sait exactement ce que Rin lui a ordonné de faire. Lynn dit qu'elles subiront le même sort que les démons si elles abandonnent la capitale, et qu'elles doivent donc y retourner pour avertir tout le monde de l'existence du monstre. Inès cède et accepte de rentrer, mais elle demande à Lynn de ne pas la quitter d'une semelle. Nor pense qu'il serait préférable pour Rollo qu'ils se séparent, mais Rollo refuse. Il est sûr que c'est un peuple démoniaque qui a amené le monstre, et même s'il pense qu'il ne pourra rien faire, il veut quand même aider. Lynn voit à quel point Nor est devenu sérieux, et elle suppose que c'est à cause de son grand cœur. Elle se trompe complètement, car Nor ne fait que penser au fait qu'il aurait aimé mordre dans la grenouille empoisonnée. Sur le chemin du retour, Lynn se dit qu'elle est très inquiète, mais elle se console en sachant que Nor est avec elle. Nor a combattu le dragon et le légendaire Zadu, il devrait donc s'en sortir. Lynn décide qu'il est de sa responsabilité d'emmener Nor à la capitale royale pour qu'il puisse sauver tout le monde, et elle l'appelle l'homme qui sort tout droit d'un conte de héros épiques. De retour à la capitale royale, Rin apprend que de nombreux citoyens ont été évacués grâce aux efforts des 6 héros.
Ils ont repoussé l'embuscade de l'ennemi, mais Rin est sûr qu'une autre vague va arriver. C'est le moment idéal pour le faire, car les forces de la capitale sont dispersées. Rin est persuadé que l'ennemi attend qu'il s'épuise et prépare la prochaine vague. Rin se demande de quelle direction ils vont venir, et il se rend compte qu'ils pourraient aussi bien venir du ciel. On lui dit qu'aucune bête volante n'a été aperçue, mais Rin remarque quelque chose d'étrange dans le ciel. Il est horrifié lorsqu'il se rend compte que cette chose se cache au-dessus des nuages, et il utilise sa capacité non couverte pour briser sa barrière. Rin est en état de choc et n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Un garde se demande s'il s'agit d'un dragon noir, mais Rin lui fait remarquer qu'il est bien trop grand. C'est en fait leur pire cauchemar car c'est un dragon de la calamité. Un coup d'œil dans le passé montre que Nor a appris de son père à quel point les dragons sont dangereux. Un certain aventurier tuait ces bêtes, et les matériaux qui en provenaient étaient transformés en armes et en médicaments de très grande qualité. Cela apportait de la richesse au pays et faisait de l'aventurier un héros que le peuple appelait le tueur de dragons. Nor voulait devenir un tueur de dragons, mais son père lui a expliqué qu'il était difficile de tuer un dragon. Certains dragons sont incroyablement forts et vivent depuis des milliers d'années. Ils peuvent faire s'effondrer le sol d'un seul pas, et même détruire des montagnes entières d'un simple coup de queue. D'ailleurs, leur nation a failli être détruite par des dragons déchaînés. Le père de Nor a fini de lui raconter ces histoires, mais Nor n'a jamais cessé de vouloir devenir un tueur de dragons. Retour au présent, Nor et son groupe sont retournés à la capitale, mais Lyn est horrifié de voir le dragon de la calamité. Le gigantesque dragon terrifie tout le monde dans la capitale, et Rin se demande si l'Empire magique comprend l'horreur qu'il a déclenchée dans le monde. Le dragon de la calamité est endormi depuis 150 ans, mais il devrait encore être en sommeil. Rin est furieux car cela signifie que l'Empire a réveillé le dragon. Le dragon provoque des destructions massives d'un simple battement d'ailes, et Rin ordonne l'évacuation de tout le monde. Il s'agit d'une terrible urgence, et il ordonne à ses troupes d'arracher les gens à leurs affaires s'ils hésitent à partir. L'une des héroïnes surveille les environs et sent que la magie est utilisée pour obstruer toutes les voies d'évacuation. C'est terrible car cela empêche les 6 héros de s'unir. Nous constatons alors que les héros ont fort à faire dans toute la région. Gilbert demande au roi d'évacuer, mais le roi se contente de lui demander d'éloigner les citoyens le plus possible de la capitale. Quant à lui, le roi a encore un travail à accomplir. Non loin de là, Inès estime qu'il n'y a plus d'espoir pour la capitale car le dragon va sûrement la décimer. Lyn craint que son père ne se serve de son bouclier pour que les citoyens puissent s'échapper, mais elle sait que même lui n'est pas de taille à affronter la bête légendaire. Lyn est terrifié par ce qui va se passer et espère que son père quittera la capitale au lieu de se battre. À ce moment-là, tout le monde est choqué de voir à quel point Nor est encore décontracté. Il dit qu'il n'a jamais vu de dragon auparavant, mais Lyn lui fait remarquer que le monstre qu'il a vaincu plus tôt était aussi un dragon. Lyn explique que son père et son frère sont toujours dans la capitale, mais qu'il est trop tard pour les aider. Nor dit en passant qu'il pense pouvoir arriver à temps s'il court, mais cela choque Lyn. Nor dit qu'ils peuvent utiliser à nouveau son souffle de vent comme ils l'ont fait contre le gobelin, mais Lyn craint que la puissance nécessaire pour l'amener à temps à la capitale ne finisse par le blesser gravement. Nor lui rappelle que c'est son épée qui subira le plus de dégâts. Nor dit qu'il doit beaucoup aux habitants de la ville et au roi, et qu'il veut donc les aider. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'aider le roi à s'échapper, et il est sûr qu'il peut le faire. Lyn sort de son pessimisme et se rend compte que Nor n'est pas quelqu'un dont il faut douter. Son souffle de vent n'est pas destiné à être utilisé sur les humains, mais Nor n'est pas un homme normal. Un autre retour en arrière montre le roi refusant de remettre le donjon des perdus à l'Empire magique. On lui dit qu'il ne fait que le gaspiller car il a le pouvoir de créer une armée qui pourrait contrôler le monde. Le roi explique qu'il choisit simplement de ne pas utiliser un pouvoir qui échappe à son contrôle. Retour au présent, le dragon continue de se déchaîner et le roi se rend compte que l'Empire ne reculera devant rien pour s'emparer du donjon. Il se rend compte qu'il a sous-estimé l'Empire, car il n'a jamais pensé qu'il mettrait toute sa puissance à sa disposition. Le roi assume désormais l'entière responsabilité de l'échec des négociations. La capitale est menacée de destruction, mais le roi ne pense qu'à la sécurité de Lyn. Le roi se rend compte que l'Empire avait raison, il n'est pas fait pour être roi, et il a toujours été plus apte à être sur le champ de bataille. Le roi s'excuse auprès de son peuple d'avoir failli à sa tâche et promet d'emporter au moins l'un des yeux du dragon avec lui. De retour avec nos héros, Inès crée un cylindre avec son bouclier pour amplifier le souffle de vent de Lyn, et Nor se place devant. Pour l'amplifier encore, Inès utilise à plusieurs reprises le reflet magique sur son bouclier. L'intensité du combat s'intensifie et Nor sent bien que c'est un peu différent de la dernière fois. Lyn le confirme en expliquant que l'impact de ce souffle de vent sera bien plus fort qu'auparavant. Lyn met tout ce qu'elle a dans la balance et s'excuse d'avance auprès de Nor. Elle se souvient cependant de ne pas douter de lui et déclenche l'attaque. Rollo est abasourdi par la puissance émise, et la prochaine chose qu'il voit, c'est que Nor a complètement disparu en un clin d'œil. De retour à la capitale, le roi se retrouve face à face avec le dragon. Tous les spectateurs sont horrifiés car le dragon s'apprête à utiliser son attaque Elder Dragon Brice, celle qui a réduit en cendres tout le continent il y a plusieurs centaines d'années. Le roi se rend compte que le dragon ne lui laisse aucune chance de survivre,
mais il est déterminé à faire quelque chose de royal au moins une fois avant de mourir. Le roi sort une dague et dit au dragon qu'il va lui montrer à quel point les humains sont tenaces. L'un des héros qui assiste à la scène reconnaît la dague, c'est la dague explosive, qui canalise tout le mana de son porteur en un coup puissant mais sacrificiel. Les héros sont horrifiés de voir que le roi va se sacrifier, mais ils réalisent qu'il n'y a pas d'autre option. Le roi s'apprête à se sacrifier, mais Nor surgit de nulle part pour parer l'attaque du dragon. Tout le monde est choqué de voir Nor pousser le dragon légendaire, qui s'effondre. Le dragon se demande ce qui se passe, et il est confus de voir qu'un minuscule humain vient de le déséquilibrer. Elle déclare que les forts contrôlent les faibles par la violence, et que c'est la loi du monde. Sa queue géante inflige d'énormes dégâts à la capitale qui s'apprête à frapper Nor, mais ce dernier se contente de parer. Le dragon s'écrase à nouveau, et Nor se rappelle qu'il pensait ne pas survivre. Nous assistons alors à un retour en arrière, quelques instants auparavant, lorsque Nor a été lancé vers la capitale. Il a utilisé l'amélioration physique pour retrouver son équilibre et s'est jeté par-dessus le mur du château. Nor est surpris de voir à quelle vitesse il est arrivé, mais il se rend compte qu'il n'a aucun moyen de s'arrêter. Nor n'hésita pas et utilisa sa capacité de parade. Nor ne veut plus jamais faire ça, et il se dit que parer le dragon était bien plus facile qu'il ne le pensait. Le dragon se relève, mais Nor ne le trouve plus aussi effrayant. Les filles arrivent enfin à la capitale et prévoient d'aider le roi à s'échapper pendant que Nor combat le dragon. Malheureusement, elles se font attaquer, mais Inès parvient à les protéger à temps. Plusieurs empereurs gobelins apparaissent, mais ils sont bien petits comparés à celui que Nor et Lyn ont affronté. Cependant, les empereurs gobelins sont toujours dans une ligue à part, et ils sont donc en grand danger. Lyn décide de penser comme Nor et dit à Inès de ne pas s'inquiéter car ils ne combattent que des gobelins. Inès est inspirée par sa confiance et convient que ces gobelins ne sont pas aussi terrifiants que le dragon. Les gobelins finissent par détruire son attaque, mais Rollo intervient et ordonne aux gobelins d'arrêter de bouger. Lyn en profite pour les geler et Inès transforme son bouclier en épée. Inès détruit tous les gobelins d'un seul coup, et Lyn comprend pourquoi elle a reçu le titre d'épée divine. Rollo est tout aussi impressionnant car il a été capable d'arrêter les gobelins surpuissants avec seulement quelques mots. C'est incroyable qu'un si jeune enfant ait ce pouvoir, mais Lyn voit bien qu'il lui faut beaucoup de courage pour l'utiliser. Retour à Nor, nous voyons que le dragon devient vraiment frustré. Elle ne cesse d'attaquer Nor, mais celui-ci ne fait que parer ses attaques. Ses griffes et ses écailles devraient être indestructibles, mais Nor les endommage gravement. Nor est choqué par le fait que son épée ne subit pas la moindre égratignure, quel que soit l'objet sur lequel il la brandit. Il se demande quel est le secret de cette épée, mais cela n'a pas vraiment d'importance car c'est la clé de sa victoire. Le dragon ne comprend pas ce qui se passe, mais il se rend compte qu'il peut cesser de s'inquiéter car il n'y a aucune chance que sa prochaine attaque échoue. Elle s'envole vers le ciel et tout le monde la voit rassembler une tonne d'énergie dans sa bouche. Elle lance un puissant rayon en direction de Nor, mais celui-ci le part une fois de plus. L'attaque est alors projetée en l'air, et tout le monde assiste avec stupéfaction à l'explosion du rayon qui recouvre le ciel de lumière. Le dragon pousse un rugissement, mais Rollo sent que sa colère ne s'arrête pas là. Le dragon est frustré parce que Nor ne le traite pas comme une menace sérieuse, alors que c'est ce qu'il essaie de faire. Les dragons sont très orgueilleux, et c'est particulièrement vrai pour l'ancien dragon, qui se considère plus fort que tout. Le dragon devient furieux parce que ce combat a montré clairement qu'il est le plus faible par rapport à Nor. Nor part une autre attaque du dragon, et les filles sont choquées de voir qu'il a décidé de se soumettre à lui. Les habitants de la ville observent la scène de loin, et ils en restent bouche bée. Nor se souvient de ce que disait son père à propos de l'aventurier qui avait vaincu les dragons. Tuer des dragons apportait la richesse au peuple, et il était connu comme un tueur de dragons. Cependant, Nor voit que ce dragon ne veut plus se battre. Nor décide de ne pas mettre fin à la vie du dragon et admet qu'il n'a pas vraiment l'étoffe d'un héros. Le reste de son groupe se précipite vers lui et Nor salue ses amis. Nor dit à tout le monde qu'il va bien et remercie Rollo de l'avoir aidé. Rollo n'a aucune idée de ce dont il parle, alors Nor explique ce qu'il vient de réaliser, la raison pour laquelle le dragon s'est calmé, c'est parce que Rollo lui a ordonné de le faire. Nor est choqué quand Rollo dit qu'il n'a rien fait, et Nor, confus, fait remarquer que le dragon a cessé d'être hostile sans crier gare. Rollo n'y étant pour rien, Nor en conclut que le dragon a dû être intimidé par le simple fait que Rollo pouvait le contrôler. Tout le monde est alors stupéfait lorsque Nor dit à Rollo de renvoyer le dragon d'où il vient. Les autres font remarquer que le dragon est encore très dangereux et qu'il vaut mieux l'éliminer pendant qu'on en a l'occasion. Nor comprend les risques, mais il ne veut pas faire de mal à la bête. Nor sait qu'il demande quelque chose d'égoïste, mais Lyn comprend et accepte. Rollo n'est pas sûr de pouvoir donner des ordres à un dragon aussi puissant, et il pense qu'il ne pourra le faire que poliment. Nor voit bien que Rollo n'aime pas montrer son pouvoir, alors il lui assure que Lyn et Inès n'auront pas peur de lui. Ces paroles donnent du courage à Rollo, qui tente sa chance. Rollo parvient à comprendre le dragon et informe Nor qu'il a décidé de faire tout ce que son maître lui ordonne. Les filles ne peuvent pas croire ce qu'elles viennent d'entendre, mais Nor, qui n'y comprend rien, pense que le dragon appelle Rollo son maître.
Nor dit à Rollo de le faire rentrer tranquillement chez lui et de s'assurer qu'il n'essaiera plus jamais de faire du mal aux humains. Rollo transmet le message et le dragon accepte de faire tout ce que Nor lui a dit. Le dragon s'envole dans le ciel et rugit une dernière fois avant de partir. Tout le monde regarde la bête légendaire partir paisiblement, mais Nor est horrifié lorsqu'une puissante attaque le fait tomber du ciel. La terreur est partagée par tout le monde, et nous voyons que le chef maléfique de l'Empire est à l'origine de l'attaque. Darius est très content de lui, et il dit que même un dragon qui a vécu pendant des milliers d'années n'est finalement qu'une bête stupide. Le dragon n'était qu'un pion, mais il est déçu qu'il n'ait pas détruit la capitale. Il décide de lancer l'attaque de toute façon, et fait donc venir son armée à proximité. Les troupes sont nombreuses et la puissance de feu de l'armée est inégalée. Un coup d'œil en arrière montre comment l'Empire a planifié cette attaque. Après que le dragon a décimé la capitale, les troupes devaient venir faire le ménage. Les fantassins sont équipés d'épées et de boucliers magiques, tandis que les troupes d'élite disposent d'armures et de canons magiques. Les troupes d'élite seraient équipées d'armures et de canons magiques, ainsi que de boucliers massifs et de gigantesques canons à rayons de mana. Le roi était très satisfait de ce plan, mais un soldat nommé Randius avait un problème avec la guerre. Il pensait que le pays n'en bénéficierait pas à long terme, mais Darius le réduisit au silence. Il a refusé que quiconque représente une menace pour eux et a déclaré qu'ils allaient montrer à tout le monde la puissance de leur magie. Darius veut que cette guerre entre dans l'histoire pour que tout le monde sache que le royaume de Clé a pris une décision insensée. Il veut aussi que tout le monde sache que c'est un pays d'imbéciles qui a négligé l'entretien du donjon des perdus. Ils ont été entraînés sur le chemin de la ruine par leur propre cupidité égoïste. Quant à Darius, il sera connu comme celui qui a libéré le pays de cette folie. Non loin de là, Nor et les autres trouvent le dragon, mais ils ne peuvent pas savoir s'il est encore vivant sans s'approcher. C'est alors qu'ils aperçoivent l'Empire magique, qui les repère à son tour. Ils voient la princesse Lynn, mais le plus inquiétant, c'est qu'Inès est avec elle. En effet, Inès est l'une des légendes vivantes connues dans le monde entier, et Darius suppose que c'est elle qui a sauvé la capitale. L'ère des légendes est révolue et Darius déclare qu'il est temps pour les sages de définir le monde. Darius ordonne le tir du canon à rayon de mana, car même si Inès est connue sous le nom de bouclier divin, cette arme la réduira à néant. Elle ne sera qu'une légende de plus à vaincre par sa main, et c'est pourquoi Darius aime tant la guerre. Le canon à rayon mana s'apprête à tirer, et notre groupe le remarque à la dernière seconde, si bien qu'Inès dit aux autres de s'enfuir. L'arme est mise à feu et Darius déclare que tout est fini pour elle. Inès regarde fixement l'énorme rayon s'approcher, mais Nor s'avance pour parer l'attaque géante. La poutre vole dans tous les sens et personne ne peut croire ce qu'il vient de voir. Les troupes de Darius sont tellement incrédules qu'elles pensent qu'il y a un problème avec l'arme, et Darius leur demande de préparer une autre attaque. Nor est stupéfaite de voir une armée aussi nombreuse, et les filles expliquent qu'elles essaient d'anéantir le royaume. Le royaume des Argiles a lui aussi une armée, mais elle n'a aucune chance face à l'Empire. Inès veut que Lynn batte en retraite avec elle, alors Lynn se demande ce que Nor a l'intention de faire. Nor répond que cela devrait être évident, et il pense qu'il doit s'enfuir pour sauver sa vie et quitter cet endroit le plus vite possible. Lynn reconnaît que c'était une question stupide à poser, mais elle pense clairement qu'il va faire quelque chose d'héroïque. Nor se demande pourquoi elle sourit et si elle a compris ce qu'il voulait dire. Nor tente de préciser qu'il va s'enfuir, mais ils sont interrompus par une nouvelle attaque. Inès la bloque cette fois, et Darius, agacé, décide de se mettre à l'abri à l'arrière de son armée. Comme ils sont bloqués par toutes les attaques, Nor décide qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'échapper. Nor dit aux autres qu'il va distraire l'armée et qu'il devrait en profiter pour s'enfuir. Nor pense qu'il n'est pas doué pour le combat, mais il a confiance en sa capacité à s'enfuir. Un coup d'œil en arrière montre que Nor a aiguisé sa capacité de fuite en fuyant des essaims d'abeilles. Son plan est de courir comme un fou, et Lynn décide de l'aider. Nor est choquée de voir qu'elle va de nouveau utiliser son souffle de vent sur lui, mais elle promet de mieux le contrôler cette fois-ci. Nor tente de lui faire comprendre qu'il ne va pas gâcher sa vie, mais il n'a pas le temps de parler. Une autre attaque s'annonce, Lynn l'améliore et l'envoie voler. Nor est heureux de voir qu'il est capable de dévier les attaques de l'Empire, et il s'envole à travers le champ de bataille. Il n'y a plus de retour en arrière possible et Nor fonce sur toute l'armée. Il utilise la capacité de parade qu'il a mis toutes ces années à pratiquer et désarme une tonne de troupes. Nor veut juste gagner assez de temps pour que les autres puissent s'enfuir, alors il prévoit de courir et de parer tout ce qui se trouve devant lui. Darius est horrifié de voir qu'on se joue de son armée, et Nor apparaît devant lui. Toutes les armes parées par Nor s'envolent directement dans les airs et s'abattent sur l'armée. Les boucliers géants sont également parés par Nor, et Darius ne comprend pas l'attaque de Nor qui défie les lois de la physique. Nor continue son attaque chaotique et Darius se demande qui il est. Nor se retrouve à nouveau près de Darius, et ce dernier se rend compte que c'est lui qui se tenait à côté de Lynn. Il ne comprend pas comment Nor a pu parcourir une telle distance, et il se demande pourquoi Nor ignore maintenant tout le monde pour le fixer. Il craint que Nor ne sache qu'il est l'empereur, et il panique lorsque Nor s'empare de lui. Paniqué, Darius se rappelle que son armure et son épée sont faites de matériaux extrêmement puissants, et il décide de se défendre. Nor passe à côté de lui et il suppose que Nor s'est enfui,
mais il se fait simplement frapper par les canons à rayon mana. Nor continue de voler comme un fou et Darius se rend à l'évidence, son armée géante est détruite, tout comme ses boucliers qui étaient censés résister au souffle d'un dragon. Ils ne valent plus rien et Darius exige de savoir qui est Nor. À ce moment-là, Darius reconnaît la lame noire de clé qui se trouvait derrière son trône. Darius est horrifié car c'est la seule relique de donjon qu'il désire par-dessus tout. Le plus choquant, c'est que cette épée est faite d'un métal inconnu et qu'elle est censée être trop lourde pour être portée par un humain normal. Même les King Clay, d'une force phénoménale, ont dû utiliser leurs deux mains pour la manier. Il n'y a aucune chance que ce type puisse surpasser Clay, mais Nor jette facilement l'épée par-dessus son épaule. Darius est vraiment terrifié par Nor parce qu'il a détruit toute l'armée à lui tout seul et qu'il le garde en vie pour le torturer. Darius est tellement effrayé qu'il se mouille et part en courant. Il monte sur son cheval et s'éloigne de Nor le plus vite possible. Un retour en arrière permet de voir ce qui s'est passé du point de vue de Nor. Nor a réussi à s'empêcher d'être lancé, et il s'est demandé qui était le vieil homme. Même ses chevaux étaient recouverts d'une armure d'or, et le vieil homme avait un air choqué sur le visage. Nor n'eut pas le temps de réfléchir, car les armes des soldats redescendaient du ciel. Les soldats l'attaqueraient tous en même temps s'ils parvenaient à récupérer leurs armes, alors Nor continuait à les parer dans le ciel. Nor fit de même avec les boucliers géants et se heurta à nouveau au vieil homme. Nor devait continuer à parer les armes, mais il devait aussi se rappeler de s'arrêter et de reprendre son souffle avant de s'évanouir. Nor ne voyait pas de raison de parer l'épée du vieil homme, car il n'était manifestement pas une menace. Au lieu de cela, Nor continua à parer à travers l'armée. Cependant, Nor ne pouvait s'empêcher de penser que le vieil homme allait être blessé s'il restait sur le champ de bataille. Le vieil homme se demandait pourquoi Nor ne mettait pas fin à ses jours, mais Nor voulait lui montrer que ce n'était pas son intention. Nor était trop épuisé pour lui dire, alors il lui a souri. Mais cela se retourna contre lui, car son sourire maladroit était terrifiant, et le vieil homme s'enfuit. À ce moment-là, Nor ressentit une vive douleur et réalisa qu'il avait dû atteindre sa limite. Malheureusement, sa faible capacité de guérison ne lui permettait pas de soigner un tel épuisement. Nor crachait du sang alors qu'il était encerclé, et il espérait que ses amis parviendraient à s'enfuir sans encombre. Alors que Nor se préparait à mourir, il fut choqué d'entendre quelqu'un utiliser une attaque familière. Les soldats autour de lui étaient anéantis, mais Nor ne se souvenait pas du nom de Gilbert et l'a mal prononcé à plusieurs reprises. Gilbert fut surpris de voir les dégâts causés par Nor à lui tout seul. Nor est stupéfait lorsqu'il voit l'instructeur qu'il a rencontré il y a longtemps et qui s'appelle SIG. SIG ne l'a pas reconnu, mais il a remercié Nor de s'être attaqué à l'armée. SIG et Gilbert allèrent nettoyer le reste de l'armée, et Nor fut stupéfait de voir à quel point son ancien instructeur était puissant. C'était la puissance de l'épéiste que Nor avait toujours rêvé d'être. Les autres héros regardaient aussi, mais ils étaient déçus car ils avaient demandé à SIG de ne pas prendre trop de vie. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement, car ils étaient en infériorité numérique. Ces deux-là ont décidé qu'il était temps pour eux de briller, et ils ont donc commencé à attaquer. Les autres héros commencèrent à prendre le contrôle de la bataille, et le vieux sorcier montra son immense maîtrise de la magie terrestre. Le type aux cheveux blancs fit les choses un peu différemment, puisqu'il demanda à son groupe de soigner les ennemis survivants afin qu'ils aient la possibilité de tourner la page. Nor se rendit compte qu'il s'agissait de ses anciens instructeurs, et il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait les revoir. Lin soigna Nor et il put à nouveau se déplacer, mais il avait faim. La bataille était terminée, et un interrogatoire révéla que l'ennemi n'avait plus de troupes. Ils leur ont jeté tout ce qu'ils avaient, y compris un dragon, et ils ont perdu. L'empereur avait tellement confiance en son armée qu'il se présenta lui-même sur le champ de bataille, mais il dut s'enfuir. Nor se rendit compte qu'il parlait du vieil homme, et le sorcier fut choqué d'apprendre que Nor avait rencontré l'empereur. Nor décrivit l'armure que lui et ses chevaux portaient, et le sorcier détermina qu'il devait s'agir d'une armure d'oricalque. Il s'agit d'un équipement de très haute qualité qui peut supporter un large éventail de compétences. Cela explique pourquoi il a pu s'enfuir. Si l'empereur s'était échappé à la frontière, il n'aurait pas pu le poursuivre. En effet, il y avait là une forteresse et un pont qui enjambaient un ravin. Le sorcier se rendit compte qu'il n'y avait aucun moyen de rattraper l'empereur, et il souhaita qu'ils puissent tous voler. À ce moment-là, le sorcier fut choqué d'entendre Nor dire qu'il y avait peut-être un moyen. Cependant, cela dépendait de la survie de l'être qui faisait partie de son plan. L'idée de Nor était d'utiliser le dragon. Le sorcier était stupéfait, car il n'aurait jamais cru pouvoir voir de près une bête ancienne et légendaire. C'était un spectacle incroyable, et cela valait la peine de vivre jusqu'à un âge avancé pour le sorcier. Saint était du même avis, car c'était la première fois qu'on lui confiait la tâche de soigner un dragon aussi énorme. Saint se mit au travail et utilisa la magie de guérison sur la bête géante. Saint se souvint de Nor et fut stupéfait de voir à quel point il avait grandi. Le sorcier ne le reconnut pas, mais Saint le reconnut tout de suite. Nor était heureux de voir que le sorcier était toujours en vie et en bonne santé, mais le sorcier était insulté parce qu'il prévoyait de vivre encore au moins 100 ans. Nor pensa que le vieux sorcier était plus drôle que jamais, mais le vieux ne plaisantait pas. Il ne pensait pas qu'essayer de monter sur le dos du dragon était une bonne idée,
mais Nor expliqua qu'ils s'en sortiraient parce qu'ils avaient Rollo de leur côté. Le sorcier fut heureux de l'entendre, mais il fut horrifié lorsque Rollo lui dit qu'il n'avait pas du tout confiance en ses capacités. À ce moment-là, le dragon commença à se réveiller et le sorcier commença à paniquer. Tout le monde exprima sa confiance en Rollo, mais Nor voyait bien que le dragon était en colère. Rollo était choqué que Nor soit capable de sentir cela, alors Nor expliqua qu'il avait beaucoup appris en vivant dans les montagnes pendant très longtemps. Le dragon voulait désespérément se venger, et il voulait que Rollo lui ordonne de le faire. Le sorcier fut étonné de voir que Rollo avait un tel contrôle sur le dragon parce qu'il n'attendait que ses ordres. Nor complimenta également Rollo, mais ce dernier commença à expliquer qu'il écoutait en fait Nor. Malheureusement, il fut interrompu par l'impatience du dragon. Le dragon voulait partir tout de suite, alors Nor dit à tout le monde de se préparer à le chevaucher. Nor fut choqué de voir que les filles voulaient y aller, alors elles expliquèrent que Rollo devait partir pour contrôler le dragon, et qu'elles devaient le protéger. Nor ne pensait pas qu'elles voudraient qu'il y aille aussi, mais c'est ce qu'elles ont fait, et il a pensé à sa peur du vide. C'était son idée, cependant, et il n'avait pas vraiment le choix. Saint irait aussi, ainsi que Careo. Nor fut choqué de se souvenir de ce type qui était son professeur de cours de voleur, il serait chargé de dissimuler leur présence. Juste à ce moment-là, le roi et Rin arrivèrent pour déclarer que Rin partirait aussi. Lyn était heureuse de revoir sa famille, et Inès était prête à être punie pour être revenue à la capitale au lieu de s'enfuir avec la princesse. Rin décida de ne pas la punir et prit la responsabilité de donner un ordre aussi stupide. Le roi laissa Rin donner les ordres à partir de maintenant, et il s'excusa auprès de Nor de lui en demander autant. Il eut cependant besoin de l'aide de Nor une dernière fois, et lui demanda de protéger ses enfants. Nor lui assura qu'il les ramènerait sains et saufs, et Rollo ordonna au dragon de s'envoler. Les héros se demandèrent s'il était vraiment normal de laisser Nor partir sans lui révéler la vérité. SIG expliqua que c'était mieux ainsi car, en réalité, Nor n'avait jamais eu besoin d'eux pour jouer un rôle dans sa vie. S'ils pensaient pouvoir élever Nor eux-mêmes, c'était uniquement pour satisfaire leur ego. En effet, Nor était un héros tout droit sorti des légendes. SIG réalisait maintenant qu'il avait été paresseux ces dernières années. Il avait cessé de se battre pour enseigner aux autres, mais après avoir vu ce que Nor venait de faire, il avait décidé de se recycler à partir de zéro. SIG était inspiré par les capacités de Nor, et il refusait de laisser sa propre épée tomber en désuétude. Les héros étaient très heureux d'avoir pu assister au spectacle que Nor venait de réaliser. Sur le dragon, tout le monde cherchait l'empereur, mais il n'y avait aucun signe de lui. Il était beaucoup plus rapide qu'ils ne le pensaient, et ils commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas déjà regagné l'Empire. Ils approchèrent d'un pont en acier qui marquait le début du territoire contrôlé par l'Empire. Ils ne pouvaient pas s'y aventurer sans réfléchir et envisagèrent donc de faire demi-tour. La décision revenait à Rin, mais Lyn remarqua quelque chose qui se déplaçait à une vitesse extrêmement rapide. C'était l'empereur, mais il s'approchait des défenses de la capitale impériale. Il était clair qu'il ne reviendrait pas en un seul morceau s'il passait en territoire ennemi. Pour l'instant, ils étaient cachés, mais s'ils s'approchaient trop, l'ennemi détecterait l'utilisation de la magie. Laisser l'empereur s'échapper n'était pas envisageable, car l'Empire avait accès à de puissants outils magiques, et ils étaient très dangereux. Ils ne pouvaient pas leur laisser le temps de reconstituer leur armée. C'est alors qu'Inès demande, à la surprise générale, l'autorisation d'anéantir toute la zone. Le temps leur était compté, elle voulait donc détruire les défenses de l'ennemi. Lyn était choqué, car normalement, Inès n'aurait jamais suggéré d'exercer son propre pouvoir. Cependant, cette fois-ci, Inès était tout aussi en colère que les autres. La capitale royale qu'elle avait juré de protéger au péril de sa vie venait d'être piétinée. Rin donna à Inès la permission qu'elle attendait et lui dit de ne pas se retenir. Inès détruisit absolument le mur et poursuivit en attaquant la base. Leur chemin de fuite était désormais sécurisé, mais le travail n'était pas terminé. Leurs actions ici allaient déterminer le cours de la guerre, ils allaient donc continuer à poursuivre l'empereur. Rin avait l'intention de le suivre même si cela devait les mener jusqu'à la capitale impériale, et Lyn se disait prête. Tous ceux qui se trouvaient ici exerçaient un pouvoir bien supérieur à la norme, et ils étaient les plus forts que l'on puisse imaginer. Mais son instructeur Nor était au-dessus de tous, et elle n'arrivait même pas à comprendre sa grandeur. Lyn l'admire beaucoup, mais nous voyons qu'il souffre beaucoup de sa position élevée. Lyn était prête à déclarer qu'ils allaient montrer à l'Empire ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes. L'empereur revient à l'Empire et tout le monde se demande ce qui s'est passé. Il est furieux et reproche à son armée de ne pas être assez compétente pour utiliser les armes de pointe qu'il lui a données. À ce moment-là, tout le monde est terrifié en réalisant que le dragon de la calamité se dirige droit sur eux. Le roi était persuadé que le dragon était mort et qu'il était impossible de ressusciter une bête légendaire comme celle-là. Cependant, il se rend compte qu'ils ont sain de leur côté, l'homme qui est capable d'utiliser la magie de guérison bien plus que n'importe qui d'autre. Ressusciter la bête est une chose, mais lui faire faire ce qu'ils disent est incroyable. Il comprend alors qu'ils doivent avoir un démon folk avec eux et cherche désespérément son dompteur de monstres. Celui-ci s'appelle Lude,
mais il a dû se rendre dans une autre nation pour affaire. Le roi perd la tête en pensant que Lude l'a trahi, et il ordonne à son général de mettre au point un plan pour arranger la situation. Le roi surprend alors tout le monde en leur demandant de préparer son arme ultime, appelée Kérono. Cette arme n'est encore qu'en phase de test, et ils n'ont aucun moyen de la viser correctement. De plus, sa puissance reste trop élevée. Les assistants du roi le supplient donc de changer d'avis. Elle est trop dangereuse pour être utilisée en ville, mais le roi fait remarquer que la calamité s'approche d'eux en ce moment même. Les assistants continuent de l'implorer, mais le roi leur fait comprendre que sa décision n'est pas à discuter. L'arme est préparée et prend toute l'énergie de la ville pour se mettre en marche. Il s'agit de la plus grande merveille technologique de l'Empire, et Darius donne l'ordre de tirer. L'empereur assiste à la plus grande attaque de l'histoire de l'humanité, Ménor la part. Tout le monde est confus de voir le rayon dévier, mais ils ont un problème encore plus grave. Le roi leur a ordonné d'utiliser la trace de mana pour viser l'arme, mais cela signifie que les fours à mana de l'Empire sont devenus la cible du tir. Les assistants du roi commencent à l'abandonner l'un après l'autre, et le roi est désespéré car il ne peut que regarder son empire se faire détruire. Un retour en arrière, juste avant l'attaque, montre que Nor s'est réveillé au moment où ils arrivaient à l'Empire. C'est juste à temps qu'il voit le coup de feu, et Inès se prépare à essayer de le bloquer. Inès se prépare à essayer de bloquer le tir, mais Nor bondit en avant et par le gigantesque rayon. Tout le monde est abasourdi et Nor s'écrase dans le château de l'empereur. Entre-temps, le général du roi a trouvé une solution à la situation. Malheureusement pour Darius, le plan du général consiste à l'éliminer. L'empereur implore qu'on lui laisse la vie sauve, mais tout le monde le déteste et refuse de lui obéir plus longtemps. L'empereur est sur le point d'être éliminé, mais Nor arrive en trombe. Le général suppose que Nor essaie de protéger le roi, mais Nor n'a en fait aucune idée de ce qui se passe. Nor ne sait toujours pas qui est le type à l'armure brillante, alors il le met en sécurité en l'écrasant au sol. Tout le monde pense que Nor est un garde du corps, et il l'ignore lorsqu'il dit qu'il s'agit d'un malentendu. Nor part leur attaque, mais il recourt à une bombe. Nor protège à nouveau le vieil homme affaibli et l'envoie sans encombre contre un mur. Nor comprend que le vieil homme est leur empereur, mais il ne comprend pas pourquoi il se ligue contre lui. Nor protège Darius une fois de plus, mais il est clair que cela fait souffrir davantage l'empereur, et les gardes se demandent si Nor n'est pas en train d'essayer d'éliminer l'empereur lui-même. Nor présente de bons arguments en soulignant l'âge de Darius, l'empereur va probablement bientôt se casser la figure tout seul, et il devrait donc laisser la nature suivre son cours. Le général explique qu'ils n'ont pas le temps car l'ennemi les attaque et qu'ils ont le dragon de la calamité de leur côté. Il veut faire comprendre qu'ils n'ont pas l'intention de se battre, et la meilleure façon de le faire est de leur donner la tête de l'empereur. C'est à ce moment-là que les autres arrivent. Ils disent que ce ne sera pas nécessaire car ils préfèrent que l'empereur soit en vie pendant qu'il expie ses crimes. Rin demande la permission de s'occuper du reste, et Nor l'autorise. Lin emmène Nor pour soigner ses blessures et Darius supplie Rin d'épargner sa vie. Rin dit qu'il pardonnera à Darius, mais il commence alors à énumérer toutes les victimes de la guerre que Darius a déclenchée. Plusieurs personnes ont perdu la vie de manière horrible, et tout cela à cause de la dévastation que Darius a déclenchée dans la ville. Il y a 127 victimes confirmées, mais il est probable qu'il y en ait encore plus. Rin accepte à nouveau de pardonner à Darius, mais seulement s'il est prêt à connaître les mêmes souffrances que tous ceux qu'il vient de citer. Après cela, ils parleront de mettre fin à la guerre et de trouver la paix. Personne ne s'y oppose, sauf le roi, qui veut savoir ce que Rin entend par « souffrance ». Les choses ne font qu'empirer pour lui lorsque Saint explique ce qu'ils ont prévu. Saint promet qu'il gardera Darius en vie, peu importe le nombre de membres qu'ils briseront et le nombre de fois où ses entrailles seront broyées, Saint le guérira suffisamment pour qu'il puisse participer aux négociations. Les autres décrivent le supplice encore davantage, si bien que Darius se mouille à nouveau. Ils assurent à Darius qu'ils n'en profiteront pas et qu'ils veulent simplement qu'il éprouve la même douleur que celle qu'il a causée à leur nation. Rin dit que c'est un petit prix à payer pour le pardon, et il déclare que leur nation est très miséricordieuse. Non loin de là, Nor est guéri et regarde tous les dégâts causés par le rayon qu'il a dévié. Nor se sent très mal, mais Lin explique que seuls les fours à mana ont été détruits. Ils contiennent tellement de mana que les gens ne peuvent même pas s'en approcher. Rin vit pour expliquer que la guerre est enfin terminée et que les deux nations vont se concentrer sur la reconstruction. Nor fait remarquer que la guerre vient de commencer et qu'il aurait aimé qu'ils discutent dès le début. L'empereur va se retirer et son petit-fils va prendre sa place. Le problème, c'est qu'il n'a que 10 ans et qu'il faut donc nommer des tuteurs. Ces gardiens sont appelés le circuit des 10, et c'est le groupe que Nor a combattu plus tôt. Le groupe arrive pour s'excuser auprès de Nor pour le malentendu, mais Nor se contente de les réprimander pour s'être acharné sur un vieil homme. Le général révèle qu'il a honte de ses actes et remercie Nor d'avoir empêché une guerre civile dans l'Empire. Nor les remercie à son tour car il pensait être fichu après être tombé du dos du dragon, mais ils avaient un sol en parfait état sur lequel ils pouvaient tomber. Le général est amusé par Nor, et il décide de laisser les choses en l'état. Cependant, il promet d'aider Nor s'il en a besoin.
Nor se sent toujours mal à l'aise à cause des dégâts qu'il a causés à la ville, mais le général explique qu'il n'y a pas eu de blessés. Le général souligne que c'est sa nation qui a rompu le traité et qu'il ne s'agit là que des conséquences. Nor propose de l'aider de toutes les manières possibles, mais le général trouve qu'il a trop bon cœur. Le dragon commençant à s'ennuyer, le groupe se prépare à partir. Le général révèle finalement qu'il s'appelle Rendu, et le groupe rentre chez lui. Nor a toujours le vertige et demande à Rollo de demander au dragon s'il peut voler plus près du sol cette fois-ci. Lin pense que Nor souffre de la culpabilité d'avoir endommagé une nation, mais ce n'est en fait que sa peur du vide. Le groupe rentre chez lui sain et sauf, et Rin explique au roi que Nor a grandement contribué au champ de bataille. Il pense que Nor devrait être récompensé, mais Nor refuse parce qu'il n'a besoin de rien. Le roi insiste, et Nor se rend compte qu'il a quelque chose à demander, il veut que le roi aide Rollo. Rollo est un démon et il n'a nulle part où vivre. Nor veut que le roi permette à Rollo de vivre dans la capitale pour qu'il puisse mener une vie normale. Nor envisage de laisser Rollo vivre avec lui, mais il se rend compte qu'il serait préférable pour Rollo d'être pris en charge par une famille riche. Le roi a déjà proposé à Nor de lui donner une maison et un terrain, alors Nor dit que c'est suffisant. Nor dit que Rollo l'a sauvé un nombre incalculable de fois et qu'il lui doit donc la vie. De plus, la seule raison pour laquelle le dragon a fait ce que Nor a dit, c'est à cause de Rollo. Rollo tente d'éclaircir ce point, mais Nor l'interrompt pour lui dire d'arrêter d'être si humble. Le roi pense qu'il s'agit d'une demande importante, car le pays considère les démons comme des ennemis. En accepter un dans son royaume causerait de gros problèmes. C'est tout ce que Nor veut, et il dit que toutes les autres récompenses qu'ils voudront lui donner devront être données aux gens qui souffrent de la guerre. Le roi est tout à fait d'accord, et Nor se demande pourquoi le roi aime tant rire. Rollo pense à toutes les choses qu'il souhaitait avant de rencontrer Nor. Il voulait être utile à quelqu'un, et il voulait manger un bon repas au moins une fois. Rollo se réveille de ce rêve et Inès lui explique qu'il va vivre avec elle pour le moment. Rollo est choqué d'entendre que la nourriture sur la table est pour lui, et Inès insiste pour qu'il commence à manger. Rollo est étonné de voir à quel point le pain est moelleux et délicieux, et il se met à pleurer. Rollo commence à engloutir la nourriture comme un animal sauvage, alors Inès change ce qu'elle a dit auparavant et lui dit de ralentir un peu. Elle lui promet que personne ne le lui prendra, et Rollo sourit pour la première fois de sa vie. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.